Il vaut mieux que je parle dans le micro pour que tout le monde m'entende. Oui, ok. Donc écoutez, bonsoir à tous. Donc déjà merci Camille pour cette invitation. J'avoue que je découvre les lieux, je ne connaissais pas du tout l'endroit, même si j'avais entendu parler évidemment de la French Tech. Donc on est une société, c'est ce que je disais à l'instant à un des co-organisateurs. Donc je pense qu'on a beaucoup de points communs avec les startups. On a une équipe plutôt jeune, pas mal de data scientists. On travaille sur des sujets qui sont très, pas à la mode, mais disons très actuels, très actuels. Et malgré tout, on est une société qui existe depuis 25 ans. On est installé au nord de Rennes, en campagne, entre ici et Fougères, dans un petit village, Saint-Hilaire-des-Landes, pour ceux qui connaissent. Et donc là-bas, il y a une vieille ferme du XVIIe siècle qu'on a rénovée, où on a adapté les bureaux et on est une quinzaine de personnes qui travaillent sur des problématiques donc liées à la macroéconomie, à l'économie en général, à la finance. Et on fait ce travail pour plutôt des sociétés au départ des sociétés du CAC 40, des grands groupes qui sont installés à l'international et qui donc souhaitent avoir une vision, on va dire, indépendante, objective, au travers d'outils, de modèles, pour essayer d'anticiper le mieux possible les risques à venir. Alors quand je parle des risques à venir, qu'est-ce que j'entends par là ? En économie, il y a les risques les plus traditionnels, c'est ce qu'on appelle les risques de change. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers du risque de change, c'est simplement le risque qu'une devise, quelle qu'elle soit dans le monde, perde sa valeur très rapidement. Parfois ça peut se faire en un jour ou deux, parfois en 15 jours, parfois en un trimestre. Et donc ce risque qu'une devise perde sa valeur de façon très très brutale, il est difficile à anticiper. Il est difficile à anticiper quand c'est un horizon un mois, encore plus quand c'est un horizon de plusieurs trimestres. Et alors quand vous êtes par exemple un investisseur qui vous installez, vous développez soit avec un partenaire une activité en Égypte ou au Brésil, ou simplement que vous vous installez en Chine ou en Inde, ce risque il est déterminant parce qu'il peut déterminer soit le succès, soit l'échec du projet que vous développez avec votre partenaire dans ce pays. Donc nous on a développé, donc il y a 25 ans, un outil qui permet de couvrir une centaine de pays dans le monde. Et la particularité de cet outil, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, j'en dirai un mot dans 2 minutes, c'est que c'est un outil quantitatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement économiste à aller essayer d'analyser les pays dans le monde et puis donner un avis économique, voilà, ce pays est en bonne santé, ce pays-là est dans une situation plus compliquée. On a des outils derrière avec des réseaux de neurones, des algorithmes génétiques, des self-organizing maps, enfin tout un tas de méthodes quantitatives qui deviennent très familières aujourd'hui, enfin beaucoup plus courantes, et qu'on a appliquées, nous, à des problématiques économiques pour essayer de mesurer ces risques-là de façon la plus précise possible. Alors il y a 25 ans, je me souviens quand j'évoquais, à l'époque j'étais universitaire, quand j'évoquais le fait que je souhaitais utiliser des réseaux de neurones, des algorithmes génétiques ou des SVM pour résoudre ce type de questions, on me voyait un petit peu comme pas un astrologue, mais disons, j'étais le Elisabeth Tessier, pour ceux qui se rappellent de Elisabeth Tessier, de l'analyse économique. Donc un peu un farfelu qui allait essayer d'utiliser des outils qui n'étaient pas des outils traditionnels économétriques que tout le monde utilisait, souvent assez sophistiqués, et qui donc avait décidé d'essayer d'utiliser des outils issus du machine learning qui n'avaient pas très très bonne réputation à l'époque. Aujourd'hui, évidemment, la situation a complètement changé. Avant de décrire ces outils et le pourquoi de ces outils, juste un dernier mot sur pour qui on fait ce type de travaux, parce que c'est une question que j'ai souvent, mais finalement, qui vient vous voir pour vous demander ce type d'analyse? Est-ce que c'est des institutionnels? Est-ce que c'est l'État français ou l'État chinois, la Commission européenne? En fait, c'est assez divers. Il y a 20 ans, c'était quasiment exclusivement des banques. Donc des banques, des grandes banques françaises, des grandes banques canadiennes, marocaines ou étrangères, enfin d'autres pays. Aujourd'hui, c'est non seulement des banques, mais c'est aussi des sociétés multinationales. Ça va être par exemple Veolia Environnement, ça va être Engie, enfin des grands groupes qui sont installés dans 50, 100 pays, 150 pays parfois. Et qui donc évidemment ont tout un tas d'entités dans ces pays-là, ils appellent ça des business units, mais ces business units leur feront monter une information qui est parfois optimiste, parfois inquiète, mais ils ont toujours, pas un doute, mais disons, est-ce que l'information qui me remonte de la business unit au Brésil qui me dit je pense qu'aujourd'hui tout va bien au Brésil, il n'y a pas de souci, est-ce que c'est parce qu'il veut développer l'activité?
et qu'il me demande indirectement de maintenir le budget, voire de l'augmenter, ou est-ce que c'est une vraie analyse indépendante et qui correspond à la réalité? Et donc ils viennent chercher des groupes comme nous, pas pour avoir la réponse, c'est pas le côté boule de cristal qu'ils viennent chercher chez nous, mais c'est le côté plutôt analyse indépendante. Et dans cette idée d'avoir une analyse indépendante, bah, évidemment, l'argument de dire nous on utilise des modèles quantitatifs, c'est les mêmes pour tout le monde est traité de la même manière avec le même type de données, c'est un argument très fort, très important pour soutenir cette idée de traitement identique pour tous les pays. Voilà, j'arrête là pour ce qui est de la présentation de la société. Et puis donc je passe directement à quelques illustrations pour montrer le type de questions qu'on se pose aujourd'hui, cette année, à la fois sur les États-Unis et puis sur les marchés émergents. Un premier graphique très simple, c'est la croissance américaine. C'est la croissance américaine depuis les années 80, et en fait chaque petite barre correspond à la croissance du trimestre sur lequel on a mesuré la croissance américaine. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'en fait vous avez toutes les périodes dans lesquelles on est à des niveaux là comme ça proches de 4%, mais ça veut dire simplement que la croissance économique ce trimestre-là était proche de 4%. Et puis vous voyez que vous avez quelques périodes, ici par exemple au début des années 80, au début des années 90, ici au début des années 2000 et puis à cet endroit la crise des subprimes, pendant lesquelles on a des barres vers le bas, c'est les périodes de récession, tout simplement les périodes de récession. Qu'est-ce que nous amène à penser ce graphique sans faire évidemment de machine learning sophistiqué ou quoi que ce soit? Vous regardez simplement le nombre d'années qui séparent deux périodes de creux, et puis on voit qu'ici c'était à peu près 9 ans, entre les années 90 et l'éclatement de la bulle Internet, à peu près 10 ans. Ensuite, entre l'éclatement de la bulle Internet et puis la crise des subprimes, à peu près 7 ans. Et puis depuis l'éclatement de la crise des subprimes, alors vous voyez qu'elle a duré un peu de temps, donc selon la façon dont on mesure, au début ou en fin de période, à peu près 8 ans, presque finalement presque 10 ans aujourd'hui si on compte à partir du moment où la crise a éclaté. Or la difficulté, c'est que si on se base simplement sur ce graphique, ça me conduit à dire, depuis l'année dernière finalement, que la crise va arriver demain. Or, je pense qu'on n'est pas encore en crise, enfin en tout cas, elle n'a pas encore été annoncée, ni les États-Unis, ni en Europe. On a des difficultés, des incertitudes, mais il n'y a pas de crise. Donc la simple analyse comme ça des fluctuations ou des cycles économiques ne suffit pas, donc il faut des outils un peu plus sophistiqués que simplement regarder les fluctuations d'une série temporelle. Deuxième graphique qui pourrait me permettre d'essayer d'avoir un raisonnement un peu plus raffiné sur le risque d'éclatement d'une crise aux États-Unis et dans le reste du monde, c'est celui-ci. Alors ce graphique est représenté depuis la fin du 19e siècle, hein, ici, là c'est 1890, des données de 1890, et puis jusqu'à des données très très récentes. Qu'est-ce qu'on mesure ici? En fait, c'est le rapport entre deux indicateurs très simples. Le premier, c'est les actifs boursiers, le niveau de prix des actions aux États-Unis, le niveau de prix moyen. Si vous êtes dans la partie haute du graphique, le niveau de prix a tendance à s'envoler, on a ce qu'on appelle une bulle spéculative, et puis si vous allez vers le bas, le niveau de prix est plutôt bas. Mais ce n'est pas simplement le prix. En fait, ce qu'on essaye de mesurer ici, c'est de se dire, parfois, le fait que les prix augmentent, c'est corrélé à des profits qui sont plus élevés dans les entreprises. Les financiers investissent majoritairement dans les boîtes qui sont profitables, et comme ils achètent des actions des boîtes qui sont profitables, ça tire les prix vers le haut. Et puis quand une boîte devient non profitable, ça a tendance à faire plonger évidemment les prix des actions de ces mêmes sociétés. Qu'est-ce qu'on voit quand on analyse le rapport entre ces prix des actifs boursiers et le taux des profits, parce que c'est ce qu'on représente ici? On voit qu'on a un certain nombre de pics, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous avez un certain nombre de pics, et ces pics, le premier, c'est la crise de 29, c'est ce premier point rouge ici. Vous en avez ici un deuxième, mais vous voyez qu'il ne monte pas aussi haut, mais qui est au milieu des années 60. Vous en avez ici un troisième juste avant les années 90. Et surtout, si vous essayez de comparer par rapport à ce qu'on a pu avoir depuis la fin du 19e, les pics très très élevés, il y en a un en 29, un deuxième juste avant l'éclatement de la bulle Internet, et puis le troisième, c'est aujourd'hui. Non seulement c'est aujourd'hui, mais si vous faites une moyenne de ce ratio depuis la fin du 19e siècle, vous voyez qu'en fait aujourd'hui on est à un niveau d'à peu près 33, alors qu'on devrait être à un niveau d'à peu près 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement le niveau aujourd'hui
des cours boursiers aux États-Unis est 2 fois plus élevé que celui qui devrait être compte tenu de l'activité économique aux États-Unis. Donc si je reviens sur ce graphique, on attend un retournement fort sur l'économie réelle aux États-Unis. L'activité, à un moment, va se retourner, on va avoir une petite récession. Et si je regarde sur ce graphique, non seulement je vais avoir une récession due à des éléments fondamentaux, mais je vais avoir aussi une crise financière, a priori, d'ici peu. À quoi je peux m'attendre si on a un retournement de l'activité économique aux États-Unis? Quels sont les ordres de grandeur dont on parle? Est-ce que c'est simplement une chute de 10%, de 15%, de 20%? C'est ce qu'on a mesuré ici. Vous voyez que les ordres de grandeur, alors, excepté les crises qui ont eu lieu dans les années 80-90, les ordres de grandeur, c'est moins 30%, moins 40%, moins 45%, moins 50%, donc c'est majeur. Donc évidemment, dans notre activité de tous les jours, chez TAC Economics, on a énormément de clients, qui soient banquiers, qui soient asset managers, c'est-à-dire des financiers qui investissent sur les marchés, mais aussi des entreprises qui nous appellent et qui nous disent quand est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on fait le même diagnostic que vous? On a bien vu ça, effectivement, cette spéculation insensée aux États-Unis, le fait qu'on est ce qu'on appelle en haut de cycle, donc ça va se retourner. On sait très bien que le choc va être assez rude, mais est-ce que vos outils nous permettent d'aller un peu plus loin? Donc c'est pour ça que je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais évidemment, là je parle simplement des États-Unis, je parle des économies développées. C'est des économies qui sont traditionnellement beaucoup plus stables que des économies comme le Nigeria, comme l'Angola, comme l'Argentine, la Turquie. Des économies qui sont en développement et donc qui par nature ont beaucoup plus de chocs. Là j'ai fait une sorte de petite sélection des pays qui ont connu des chocs sur l'année 2017 et l'année 2018. Vous savez, on a souvent un peu cette remarque où on dit mais finalement les crises dans les pays émergents c'est très rare, il y en a une tous les 50 ans ou une tous les 100 ans. Là vous voyez que c'est pas du tout le cas. Rien qu'en 2017 et en 2018, alors je les ai séparées, là vous avez ce qu'on appelle les crises de change, donc c'est celle que je mentionnais tout à l'heure, les devises qui perdent de leur valeur, Argentine, Turquie, Brésil, Égypte, Ouzbékistan, Congo. Ils ont tous connu des crises de change, et vous voyez que parfois les ordres de grandeur sont quand même énormes. Donc ça veut dire que si vous faites, je ne sais pas, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en Égypte, vous en perdez la moitié, c'est-à-dire un peu plus de 2,5 millions en une semaine, simplement à cause d'un choc sur le change. Et donc le prévoir à l'avance et vous permettre de rapatrier vos profits à l'avance, c'est important. Mais vous n'avez pas que les crises de change, vous avez aussi des crises d'activité, simplement l'activité se retourne. Alors vous avez un business très florissant, vous avez développé une activité avec une entreprise du pays, cette entreprise va bien, elle a des comptes très sains, votre produit a priori a un marché, mais simplement pour des raisons qui sont complètement indépendantes de votre activité dans le pays connaît des difficultés, il va connaître une récession, et le fait qu'il connaisse une récession va faire que l'entreprise avec qui vous travaillez, ou le marché que vous anticipiez dans ce pays-là, ne va pas se réaliser. Et puis le troisième, le dernier, c'est des risques liés à l'inflation, parce que l'inflation, c'est un élément déterminant des risques dans les marchés émergents, et que traditionnellement, les pays qui ont plus d'inflation, ils ont plus de crises. Voilà. C'était un petit résumé un peu rapide des types de crises et des types de questions que les économistes peuvent se poser sur ce qu'on appelle les éléments macroéconomiques. Donc la macroéconomie, c'est tout ce qui est plus ou moins lié à la notion de pays. Alors sur le lien entre ces questions et puis le machine learning. Alors j'imagine que dans la salle, ayant échangé avec quelques-uns d'entre vous avant de démarrer, pour beaucoup d'entre vous, toute l'histoire du machine learning est quelque chose de très clair. Donc je vais passer relativement rapidement là-dessus. Mais c'est quelque chose que je mentionne quand même en général dans mes interventions parce que en fait, beaucoup de gens du milieu, quand je dis du milieu, c'est-à-dire des entreprises du secteur de la construction, de l'immobilier, d'autres types de services, enfin des gens qui sont pas du tout dans le métier du data science, aussi bien que des banquiers, des financiers, ont vraiment l'image que les questions qui sont liées au data science, simplement même les réseaux de neurones, ou les algorithmes génétiques, enfin donc tous ces algorithmes dont on parle aujourd'hui beaucoup, en fait dont on parle au sens large comme des algorithmes qui sont liés au big data, mais on mélange un peu toutes les notions, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui a quasiment été inventé par Google ou Facebook dans les 4 ou 5 années qui sont passées. Alors ici, on voit que ce n'est pas du tout le cas.
que ça n'a pas été ni inventé par Google ni par Facebook, et que c'est même beaucoup plus vieux que ça, puisque les réseaux de neurones, ça date de presque 70 ans aujourd'hui. C'est inventé dans les années 50, alors pas du tout sous la même forme que celle qu'on connaît aujourd'hui, mais enfin, ce n'est pas un concept qui est très récent. Même les outils comme le reinforcement learning, par exemple, qui sont des outils qui sont très à la mode aujourd'hui quand ils sont couplés à des outils comme le deep learning ou autre chose, ça date de la fin des années 80. Enfin, donc tout ça, juste pour montrer que ce n'est pas des notions qui sont extrêmement récentes et que c'est simplement les applications qui en sont faites aujourd'hui qui le sont. Alors pourquoi tout ça, ça arrive aujourd'hui? Là encore une fois, je passe relativement vite, mais c'est la conjonction de plein de choses en fait. La première, c'est que vous avez aujourd'hui la possibilité, par exemple, d'avoir des API. Alors ça paraît très basique, très simple finalement quand on le mentionne aujourd'hui, parce qu'on a l'habitude d'avoir des API, mais quand on travaille sur le risque pays, qu'on récupère des données sur 200 pays dans le monde, des données historiques dont on veut une qualité quasiment équivalente sur tous les pays, et que de temps en temps vous allez devoir acheter un CD au Nigeria, de temps en temps faire venir des données de l'OCDE, parfois de la Banque mondiale, et puis que c'est un peu compliqué de prendre toutes ces données-là. Les calculs ne sont pas exactement les mêmes pour calculer les mêmes notions. Les pays ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas recodés avec des codes ISO. Aujourd'hui, tout ça, ça devient beaucoup plus simple grâce aux API. Vous pouvez les stocker beaucoup plus facilement dans des systèmes dits, des bases de données orientées colonnes, enfin donc pas simplement des bases de données relationnelles. Vous avez beaucoup de données qui étaient payantes il y a 5 ou 10 ans, qui deviennent gratuites aujourd'hui. Alors quand je parle de ces données-là, c'est-à-dire des données du FMI par exemple, qui avait en partie certaines de ces données gratuites il y a quelques années, qui aujourd'hui diffusent quasiment l'intégralité de ces données de façon gratuite. Donc c'est plus facile de les récupérer, en plus c'est gratuit, mais pas simplement ça, évidemment. Non seulement vous pouvez récupérer ces données-là, mais vous avez les algorithmes pour les traiter. Si vous avez énormément de données, si vous êtes capable sur un pays de sortir peut-être 500 variables sur une très très longue période de l'histoire, mais que vous n'avez pas la capacité de traiter ces 500 variables et que vous êtes obligé d'utiliser des moindres carrés ordinaires en sélectionnant 3 pour expliquer juste une variable endogène, ça ne sert à rien. Donc le gros avantage aujourd'hui, c'est que non seulement on a toutes ces données-là, elles sont gratuites, on peut les récupérer, et puis on a les outils pour le faire. Même chose, non seulement on a les outils pour le faire, mais je me souviens, il y a encore même peut-être 4-5 ans, quand on essayait d'estimer certains de nos modèles en interne, sur nos machines, ça prenait plusieurs jours. Aujourd'hui, si vous faites un calcul que ça prend plusieurs jours sur vos machines, vous installez le même algorithme sur les Amazon Web Services ou sur un service concurrent chez Microsoft ou je ne sais qui, ou même Google, et donc en simplement louant du temps de calcul, vous serez capable de raccourcir ce temps de calcul sur d'autres machines. Donc c'est ce que j'évoque ici avec Spark, Python, R, TensorFlow. Donc c'est des langages qui quand même facilitent beaucoup le traitement des informations et notamment l'analyse économique, mais ça, évidemment ça ne concerne pas que l'analyse économique, et en même temps des librairies très efficaces qui vous permettent de gagner beaucoup de temps, et tout ça dans un environnement avec du cloud. Et donc c'est la conjonction de tout ça qui fait dire aux personnes qui sont non spécialistes du sujet que voilà, il arrive quelque chose maintenant, depuis 4-5 ans, et qui n'était pas d'actualité il y a quelques années encore. Ceci étant dit, et nous on le voit particulièrement dans notre métier, mais pas simplement dans notre métier. Notre métier c'est donc l'analyse économique, mais on le voit aussi chez ce qu'on appelle les asset managers. Ça crée aussi des difficultés puisque vous avez des gens qui sont issus de domaines relativement différents, qui parlent de même chose mais avec des mots différents. Donc vous avez, nous, traditionnellement, ce qu'on appelait les quants, c'était les économètres. Donc des gens pour qui le calcul quantitatif, c'était de l'analyse sur des séries temporelles. Et puis aujourd'hui, vous avez le data scientist moderne qui, pour lui, la série temporelle, oui,
c'est un type d'analyse en particulier, mais il ne va pas du tout réfléchir en termes de série temporelle. Et donc vous avez deux types de personnes qui sont amenées à travailler ensemble dans des banques, dans des fonds d'investissement, dans des sociétés, et qui ne vont pas utiliser le même vocabulaire. Donc certains vont parler de régression, de clustering, d'autres vont parler d'apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé, de variables indépendantes, d'autres de variables exogènes, in sample ou de training set. Alors ça paraît être des détails, mais quand vous êtes dans une grande entreprise, que vous lancez un projet, que tous ces gens-là doivent travailler en même temps sur un projet identique, ça complique un peu les choses. Je passe un peu sur le slide précédent. Celui-ci, c'est un slide qui a été en fait développé par McKinsey, qui a été publié il y a très peu de temps, pour essayer d'estimer secteur par secteur. Donc là, c'est écrit trop petit pour que vous puissiez voir les secteurs, mais ici, vous avez par exemple les semi-conducteurs et l'électronique. Là, vous avez le domaine bancaire. Là, vous avez l'automobile. Je ferai passer les slides après ma présentation, donc vous pourrez voir en détail les noms des secteurs, l'assurance, les ventes de détail. Et puis les colonnes, c'est est-ce que ces secteurs ont déjà mis en place ou sont en train de mettre en place des outils plutôt traditionnels, auquel cas c'est plutôt cette partie-là qui est allumée. Plus la boule est grande et foncée, plus c'est le cas, plus on a mis déjà en place ce type d'outil, et plus elle est petite et claire, moins c'est le cas. Donc ici vous avez les algorithmes de classification, les algorithmes de clustering, les régressions. Et puis sur la partie gauche, vous avez plutôt ce qui est lié au réseau de neurones. Les réseaux de neurones standards, les réseaux de neurones à convolution, le reinforcement learning dont je parlais tout à l'heure. Donc simplement en regardant ce graphique, on dégage quand même un certain nombre de conclusions. Et la première, c'est qu'on voit qu'à peu près n'importe quel secteur, dans n'importe quel secteur, les zones qui sont les plus foncées et les plus importantes, c'est les zones qui sont plutôt sur la partie droite du graphique. Donc aujourd'hui, les réseaux d'apprentissage profond mis en place à la fois dans les banques, dans les assurances ou dans l'automobile, oui, il y en a de temps en temps, mais vous voyez qu'en très grande partie, c'est quand même pas le cas. On a tendance plutôt à utiliser des outils plus traditionnels. Deuxième chose, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de secteurs qui se dégagent comme étant des utilisateurs plus intensifs que les autres d'outils quantitatifs, quels qu'ils soient. Et ces secteurs, c'est le premier, la banque, le deuxième, l'électronique et les semi-conducteurs. Ensuite, vous avez l'assurance. Et puis les derniers ici, les ventes de détail, et en particulier tout ce qui est lié au marketing. Dans les autres, c'est plus hétérogène. Alors, j'ai préparé ensuite une sorte de pot pourri, un petit peu de quelques exemples que j'ai mis un peu comme ça, bout à bout. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre pour montrer un peu de quelle manière on a utilisé, nous, ces 20 années passées, des outils liés à l'analyse quantitative, quels qu'ils soient, pour résoudre des questions économiques. Le premier, je vous le résume sans vous citer les articles que je mentionne ici sur ce slide, c'est l'idée simplement de se dire, quand on prend un certain nombre d'indicateurs, ces indicateurs ils sont mentionnés ici, là vous avez la croissance économique, là vous avez des indicateurs liés à l'endettement des pays, là vous avez des indicateurs liés à est-ce que la devise est surévaluée, là vous avez des indicateurs liés à la santé du système bancaire. Je ne les détaille pas, mais vous voyez l'idée c'est de se dire on va reprendre dans chacun des pays du monde des indicateurs qui sont censés mesurer l'état de santé de ces mêmes pays historiquement. Et la question qu'on se pose simplement ici, sur ces trois groupes de graphiques, est-ce qu'on est capable d'identifier des combinaisons d'indicateurs 2 à 2 qui nous permettent d'anticiper 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance ou 3 ans à l'avance des crises dans ces mêmes pays? Chaque petit point sur ce graphique correspond à un pays, une année. Et je colorie le petit point en vert si le pays n'a pas eu de crise, en rouge s'il a eu une crise. Évidemment, l'idée, s'il y a des data scientists dans la salle, ce que j'imagine, c'est d'essayer de trouver un petit cluster rouge d'un côté et puis un petit cluster vert d'un autre. Là, on voit déjà que simplement, en regardant les combinaisons 2 à 2 d'indicateurs, ça ne marche pas. Ici, je fais 2 analyses traditionnelles. Au-dessus, une analyse en composante principale et puis en dessous, une analyse linéaire discriminante. Même chose, je me dis, finalement, ici, j'ai une quinzaine d'indicateurs. Est-ce qu'en les simplifiant, en faisant abstraction des corrélations entre eux,
j'arrive à identifier des composantes principales de façon non supervisée ou supervisée qui me permettent d'identifier à l'avance les pays qui vont avoir des crises. La réponse, c'est non. C'est non dans les 3 cas, c'est non ici 2 à 2, c'est non ici en regardant les composantes principales, on n'a pas de petits groupes verts et de petits groupes rouges, et c'est non en regardant une analyse linéaire discriminante. Alors comment on a fait ? Donc en fait, on s'est posé la question, on a un peu réfléchi sur la manière dont un économiste analyse les pays dans le monde. Un économiste analyse les pays dans le monde en faisant des analogies, comme on le fait tous dans la vie. Des analogies, en regardant un pays comme la France aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on a déjà vu un cas similaire à celui qu'on rencontre en France aujourd'hui dans le passé ? Pas simplement est-ce que la France a déjà connu un cas similaire dans le passé, est-ce que d'autres pays, ça peut être les États-Unis, ça peut être la Norvège, ça peut être le Brésil, a déjà rencontré une situation similaire dans le passé ? Et si oui, est-ce qu'une année plus tard, 2 années plus tard ou 3 années plus tard, ce pays-là a rencontré des difficultés, tout simplement ? Donc on a réfléchi sur les outils aujourd'hui à disposition pour faire ce type d'analyse. Vous avez des outils comme ceux que j'ai présentés à la page précédente. Vous avez les classifications ascendantes hiérarchiques, vous avez les analyses en composantes principales, enfin tout un tas d'outils traditionnels. Et puis vous avez des outils à base de réseaux de neurones qui permettent d'identifier des combinaisons non linéaires. C'est-à-dire de ne pas forcément exiger une symétrie quand un indicateur joue dans un sens pour expliquer un groupe. Il n'est peut-être pas critique pour expliquer l'appartenance à un deuxième groupe. Ça permet de faire des classifications qu'on appelle, nous, non linéaires. Alors, qu'est-ce qu'on montre ici sur ce graphique ? En fait, on a pris l'ensemble des observations que j'ai mentionnées tout à l'heure, et puis on les projette sur une carte en 2 dimensions. Et puis, on a un algorithme, un réseau de neurones, c'est un réseau de neurones d'un type particulier, qui va déformer l'espace et faire se rapprocher les individus qui se ressemblent. En l'occurrence ici, les individus, c'est des pays, des années particulières. Par exemple, ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va identifier les pays lors de la crise asiatique de 97. Il y a une crise très très grave en 97 dans les pays asiatiques. Et il va identifier que ces pays-là ont connu des crises qui peut-être ressemblent à celles qu'ont connues des pays développés, par exemple, au début des années 70. Et il va positionner l'ensemble de ces pays-là dans une zone. Et puis ici, ce que je sors, c'est ce qu'on appelle les plans. Donc ça va me dire, voilà, si j'ai un groupe ici dans la partie en haut à gauche, on voit qu'il y a une couleur ici, un bleu, alors qu'ici j'ai un vert. Ça veut dire que le critère de croissance économique, il est déterminant pour m'expliquer le groupe de pays qui est ici. Et il est déterminant pour le distinguer du second groupe, qui est plutôt le groupe de pays qui est au milieu. En revanche, vous voyez que le deuxième indicateur, qu'est-ce qu'on appelle l'équilibre externe. Est-ce que le pays exporte ou est-ce qu'il importe plus? Est-ce qu'il a des besoins récurrents pour financer ses importations? Vous voyez que le premier indicateur est très déterminant pour identifier ce premier groupe en haut à gauche, alors que le deuxième indicateur ne l'est pas forcément. Il y a une couleur un peu similaire entre les pays qui sont en haut à gauche et puis les pays qui sont au milieu. Et on peut utiliser ce même raisonnement sur l'ensemble des indicateurs. Donc j'ai une méthode qui me permet de classer les pays en faisant des analogies et pas simplement en forçant des analogies qui vont dans le même sens sur tous les indicateurs. Je passe ici. Qu'est-ce qu'on en fait d'un outil de ce type? Comment on l'utilise dans nos analyses de tous les jours? Puisque, évidemment, je vous disais tout à l'heure, un économiste, il est capable de regarder des indicateurs comme la croissance économique, comme l'inflation, le niveau des taux d'intérêt, et de dire, sur la base de la lecture de ces indicateurs, je pense que tel pays est plus risqué que tel autre. Si là, je fais un deuxième module à base des graphiques que je viens de vous montrer qui me dit, oui, d'accord, ça c'est très utile, c'est l'analyse de l'économiste, mais finalement, j'ai un autre type de modèle qui, à côté, me dit que, non, compte tenu des analogies mesurées par le passé, les États-Unis aujourd'hui, oui, sont dans une situation relativement robuste apparemment, mais beaucoup de pays qui sont passés dans des situations macroéconomiques similaires ont finalement connu des chocs brutaux dans les 2 ans qui viennent. Et moi, j'aime bien faire l'analogie avec le ski. En plus, on est proche de la période de ski, là, je crois qu'il neige déjà dans certaines stations. Donc, quelle est l'analogie avec le ski? Pour ceux qui en font, vous savez très bien que si vous êtes bon en ski, ça peut vous permettre d'aller sur des pistes noires, des pistes rouges, et puis évidemment des pistes vertes qui sont a priori les pistes les plus faciles, sans aucun souci. Ça, c'est l'équivalent de l'analyse de l'économiste.
Vous savez que pour déterminer une couleur de piste, il faut 2 ou 3 indicateurs très simples. Vous regardez la pente, la largeur de la piste. Et déjà, vous avez une bonne indication si la piste va être difficile. Si elle est plutôt plate et très large, ça sera une piste verte. Si elle est très pentue et très étroite, il y a de grandes chances qu'elle soit plutôt noire. Mais admettons, un jour, vous allez skier, vous vous levez relativement tôt le matin, vous êtes en haut d'une piste, et vous vous dites, je ne suis pas très en forme, je vais faire plutôt une piste verte. Et puis vous descendez, la piste verte, la piste est facile, vous êtes très bon skieur, la probabilité de tomber est quasiment nulle. Et puis finalement, il y a un enfant qui déboule sur un côté, vous essayez de l'éviter, vous glissez sur une plaque de verglas et vous tombez. La probabilité que vous aviez de tomber sur cette piste-là quand vous étiez en haut, elle était quasiment nulle, parce que c'était une piste extrêmement facile. Si on remonte en haut de cette piste et puis qu'on fabrique une petite boîte magique, en l'occurrence ce petit modèle là ici qu'on a développé sur les pays, et que vous le lancez, et que ce petit modèle vous dit j'ai mesuré les températures toute la nuit, j'ai regardé s'il y avait du vent, j'ai regardé si on était en période de vacances scolaires, et puis j'ai regardé votre état de santé, est-ce que vous êtes couché un peu plus tard que l'avant-veille. Et compte tenu de toute cette combinaison-là, d'un très grand nombre de données, là vous n'avez pas besoin d'en avoir 500, vous voyez que là simplement en donnant quelques-unes, le diagnostic serait beaucoup plus facile. Compte tenu du fait qu'on est en période de vacances scolaires, le risque simplement qu'il y ait un enfant sur la piste qui déboule, il est plus élevé que si vous n'êtes pas en période de vacances scolaires. S'il a fait froid dans la nuit, qu'il y a une petite pluie, il y a peut-être plus de risques qu'il y ait une petite plaque de verglas, etc., etc. Donc la petite boîte magique vous permet de rajouter au raisonnement sans pour autant vous dire en haut de la piste il va arriver ceci, il va arriver cela, on n'a pas la boule de cristal, mais on a un outil qui, grâce à une combinaison d'un plus grand nombre de variables, et puis à un modèle qui est capable de prendre en compte ces variables, en l'occurrence un réseau de neurones, un SVM, un random forest, va vous améliorer le diagnostic. Donc c'est ce qu'on fait nous, et c'est ce qu'on propose à nos clients. Je passe sur ce graphique. La deuxième question que j'ai, c'est est-ce qu'on peut appliquer ce type d'outil en finance ? Alors j'aime beaucoup ce graphique-là. Alors c'est pas pour ridiculiser le monde de la finance, mais c'est juste pour expliciter qu'aujourd'hui, malheureusement, quand je parle avec des financiers, que j'évoque ces méthodes liées au data science, le plus souvent, les gens ont dans l'idée que l'intelligence artificielle, je mets beaucoup de guillemets autour de ce terme d'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'apparente à la photo que je présente ici, qui est tirée de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui s'apparente à l'intelligence, qui n'est pas du tout quelque chose qui est lié au machine learning, à l'apprentissage machine. Et il y a encore beaucoup cette idée dans les fonds d'investissement, notamment en France aujourd'hui. Malgré tout, il y a quand même beaucoup d'applications. C'est pas parce que les gens, effectivement, les praticiens, ont cette idée un peu naïve de l'intelligence artificielle qu'il n'y a pas eu de travaux réalisés sur les applications des réseaux de neurones en finance. Et ici, je cite quelques travaux qui ont été réalisés dès les années 90, donc vous voyez que déjà sur les presque 30 dernières années, il y a eu quand même pas mal de travaux qui ont été faits, soit sur la manière dont on peut utiliser les réseaux de neurones pour prévoir le S&P 500, c'est donc l'indice boursier aux États-Unis, les cours de l'or, mais aussi les crises de change, donc sur un très grand nombre de variables économiques. Ici, j'ai listé les plus gros hedge funds du monde. Donc les hedge funds, vous savez, donc la finance, alors elle se divise en plusieurs catégories. Donc vous avez ce qu'on appelle le buy side. Le buy side, c'est ceux qui achètent et vendent des titres. Donc c'est les fonds d'investissement. Et dans le buy side, vous avez plusieurs sous-catégories. Il y a une sous-catégorie qui s'appelle les fonds indiciels. Les fonds indiciels, ils vont développer des fonds d'investissement, ils vont développer des stratégies qui vont tendre à reproduire, par exemple, le CAC 40, le DAX 30, le S&P 500. Avec un petit grain de sel en plus, mais l'idée, c'est quand même de reproduire les grandes tendances des marchés mondiaux. Et puis à côté de ça, vous avez les hedge funds. Les hedge funds, c'est pas du tout leur idée. Ils veulent faire, eux, de la performance absolue. On appelle ça de la performance absolue. C'est-à-dire qu'ils veulent simplement donner de la performance indépendamment de ce qui peut se passer sur le CAC 40 ou sur les marchés. Ici, c'est les 10 plus gros hedge funds du monde. Le plus gros, c'est Bridgewater, deuxième AQR, JP Morgan, Renaissance. Les 4-5 premiers sont vraiment très connus. Et puis ici, j'indique les sommes qu'ils géraient en 2017. Donc un peu plus de 100 milliards de dollars pour Bridgewater en 2017, et puis 70 pour AQR, etc. Dernière colonne, je mentionne si ces fonds, aujourd'hui,
utilisent des stratégies quantitatives ou pas. Est-ce que c'est des fonds qui placent leur argent simplement sur ce que souhaite faire le dirigeant? Auquel cas je dis quantitatif non, et vous voyez qu'il n'y en a qu'un qui est dans ce cas-là. C'est Bridgewater, le premier, parce qu'il repose simplement sur la personnalité de son créateur, qui s'appelle Ray Dalio, qui est un personnage assez charismatique. Ensuite, vous avez la liste des 9 autres. Et parmi les 9 autres, vous voyez que j'en ai 3 qui sont entre parenthèses, parce que c'est des fonds qui ne sont pas uniquement quantitatifs. Vous avez par exemple JP Morgan Asset Management, Oxif Capital Management et Winton, qui utilisent à la fois des stratégies quantitatives et puis simplement pas de l'intuition, mais disons ce que peuvent décider de faire ou ne pas faire certains investisseurs. Sinon, tous les autres utilisent des stratégies quantitatives. Et ça, c'est simplement pour revenir sur l'argument que j'ai parfois quand on dit oui, on applique les modèles à la finance, ça marche, et les gens me disent mais non, si ça marchait, ça se saurait. Ben oui, effectivement, ça se sait, puisque vous voyez que parmi les 10 plus gros du monde, la plupart utilisent des stratégies quantitatives. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a tout un tas de modèles qui ne sont pas liés à l'intelligence artificielle, qui sont utilisés tous les jours par ces fonds d'investissement quantitatifs. Sur la période récente, un certain nombre d'entre eux essayent, en plus de ça, de développer des stratégies qui sont liées à l'apprentissage profond, au machine learning, mais ce n'est pas ce que font aujourd'hui la plupart de ces fonds d'investissement. Malgré tout, j'ai présenté ici quand même, en 2-3 slides, un exemple qui a été réalisé par un laboratoire de recherche de l'université d'Oxford qui travaille en partenariat avec un de ces fonds d'investissement, celui-ci, le Man Group, et donc qui a installé à l'université d'Oxford un laboratoire qui s'appelle le Oxford Man Institute. Et donc l'idée c'est quoi? Donc l'auteur c'est Stephen Robert. C'est de se dire, on va reprendre ces graphiques, alors c'est peut-être familier à certains d'entre vous, ces graphiques qui s'appellent des graphiques des chandelles, et donc qui permettent de représenter l'évolution d'un cours boursier au cours du temps. Donc ici vous avez, c'est un exemple, c'est sur le CAC 40, sur une année particulière. Donc vous avez des périodes pendant lesquelles le CAC 40 monte et des périodes où il descend. Avec ces petites bougies, vous pouvez rajouter une information en plus à celle qui vous permet de voir si on est plutôt dans une phase haussière ou baissière. Vous avez la petite pointe de la bougie là, de la mèche, c'est le plus haut depuis la dernière mesure. Ici le close, c'est la fermeture. Donc si c'est des données toutes les minutes, c'est la dernière minute disponible. Open, c'est l'ouverture. Si c'est encore une fois des données toutes les minutes, c'est pas la dernière minute disponible, mais celle d'avant. Et puis la petite pointe en bas, c'est le low. Et puis, si vous avez une bougie comme ça qui est transparente ou qui est verte, bah c'est qu'on est dans une phase haussière. Et puis si c'est noir ou si c'est rouge, c'est qu'on est dans une phase baissière. Donc évidemment, beaucoup de boursiers se sont posé la question, est-ce qu'on peut regarder ces graphiques-là? Déjà simplement les formes, et puis regarder après les petites séquences de rouge, un vert transparent, ici une petite croix. Est-ce qu'il y a des petites séquences qui peuvent m'amener à penser que peut-être après 3 rouges, j'ai encore un rouge? Ou peut-être après 3 verts, j'ai encore un vert? Ou peut-être quand j'ai un rouge et un vert, je ne sais pas, justement. Voilà. Et donc, il y a tout un pan de l'analyse financière qui s'appelle l'analyse technique qui s'est développé sur ce créneau. Et beaucoup de fonds, dont certains se disent des fonds quantitatifs, travaillent à partir de notions de ce type. Et alors, ils ont donné des noms à ces formes particulières, à ces séquences. Donc les noms, j'en donne quelques-uns ici. L'étoile du matin, le marteau, les 3 corbeaux noirs, le bébé abandonné. Voilà, tout ça, c'est des noms inventés par des spécialistes de la finance qui pensent avoir identifié des formes particulières, des séquences particulières, et que ça marche à tous les coups. Donc ce qu'a fait Stephen Robert... Alors ici, je donne une illustration de la forme que je préfère moi, qui s'appelle le chameau qui vomit de l'or. Donc le chameau qui vomit de l'or, vous voyez, ça montre un peu presque la bêtise des financiers. Vous avez une forme qui ici, comme ça, avec 2 bosses. Voilà, il dessine un chameau. Il dit comme le chameau penche la tête en avant, ça veut dire que les marchés vont continuer à plonger. Voilà, le chameau qui vomit de l'or. Je passe sur cette forme. Ce qu'a fait Stephen Robert ici, c'est qu'il a repris les grandes formes archétypales qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle l'analyse technique. C'est ce que je viens de décrire à l'instant. Et puis il s'est posé la question, est-ce que quand on regarde les historiques de cours boursiers sur le S&P 500 et sur tout un tas d'autres indicateurs,
et qu'on calcule des indicateurs de similarité avec certaines de ces figures, donc soit le marteau, le bébé abandonné, l'étoile du matin. Est-ce que ça marche dans la réalité? En gros, ça marche quand la valeur ici, dans cette colonne où il y a le phi, est très élevée, et ça ne marche pas quand la valeur est relativement faible. Vous voyez déjà quand même qu'il y a un certain nombre de figures, qui sont plutôt les figures qui sont dans le haut du graphique, qui marchent relativement bien. Quand, effectivement, quand elles apparaissent, le marteau inversé, le dragon volant, donc voilà, c'est des figures qui marchent. Et puis vous en avez un certain nombre d'autres, le bébé abandonné par exemple, et puis tout un tas d'autres figures qui marchent beaucoup moins bien. Donc il s'est posé la question, il s'est dit, je vais prendre toutes ces bougies, tous ces diagrammes, recoder tout ça de cette manière-là, et puis introduire tout ça dans un réseau à convolution. Et comment le réseau à convolution, est-ce qu'il va être capable d'être meilleur que ce que ferait un analyste technique et d'avoir des performances d'achat et de vente qui seront meilleures? Et est-ce qu'il serait même meilleur que ce que pourrait faire un SVM, un Random Forest ou un réseau de neurones traditionnel? Et c'est ce que je présente ici. Alors, ce que je passe sur les détails de toutes les mesures que je sors ici. Vous avez en première colonne la précision, enfin l'accuracy du modèle, l'AUC en deuxième colonne, et puis le niveau de significativité dans les autres colonnes. En gros, ce que montre Stéphane Robert, c'est que son modèle, qui est ici, en plein milieu, qui s'appelle les ensembles de TCNN. Donc les TCNN, en fait, c'est des réseaux à convolution, c'est les CNN, ensemble parce qu'il en fait plusieurs, pour éviter qu'ils soient trop sensibles à un cas particulier. Et TCNN parce qu'il a remarqué qu'il valait mieux optimiser les seuils de déclenchement de ces mêmes modèles. Il montre qu'un modèle standard, en gros, il a une AUC qui tourne autour de 50. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas extraordinaire comme modèle, on va dire que c'est proche d'un pile ou face. Alors que quand il met en place ces modèles TCNN, avec de la convolution, il arrive à aller plus loin. Il arrive à aller plus loin, mais vous voyez que les AUC qu'il obtient, c'est de l'ordre de 55, 56, 57%, pour ceux qui ont quelques ordres de grandeur en tête. C'est pas extraordinaire, c'est pas avec ça que vous allez a priori devenir multimilliardaire. Voilà, donc ça c'est le début de l'application des réseaux à convolution en finance. Donc des premiers pas, mais qui ne sont pas forcément encore des pas extrêmement prometteurs. Alors nous, on a fait ce type d'analyse aussi chez TAC, en interne, et avec l'idée, alors je le rappelle pour ceux, parce que je ne sais pas exactement qui j'ai dans la salle, donc je rappelle les principes du réseau à convolution, pour bien expliciter pourquoi on a utilisé ce type de méthode en finance. Le réseau à convolution, qu'est-ce qui le distingue du réseau de neurones traditionnel? Le réseau de neurones traditionnel, si on doit déterminer dans l'ensemble de ces images où sont les chiens, où sont les chats, où sont les oiseaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nommer toutes ces images. Ici, on sait qu'on a les chats, ici qu'on a les chiens, ici qu'on a les grenouilles. Et puis on va recoder toutes ces images en pixels, et ces pixels, ça va être des neurones d'entrée de réseau de neurones, et puis on va apprendre au réseau de neurones, en fonction de ces pixels-là, à donner la bonne réponse. Le problème, quand on fait ce type d'analyse, et on l'a quand on fait sur des images, mais il est encore plus flagrant quand on le fait à partir d'analyse économique, c'est que vous allez prendre tout un tas d'indicateurs, que vous allez les mettre dans un réseau de neurones. Le réseau de neurones va vous dire le pays va bien, ou cette image correspond à un chat ou à un chien, ou alors le cours boursier va augmenter ou va baisser, mais finalement vous n'êtes pas tout à fait sûr qu'il a procédé au bon raisonnement pour faire cette analyse. Plus que ça, vous savez très bien que si vous faisiez cette même analyse, vous ne regarderiez pas l'image, ici c'est une voiture, vous regarderiez le centre, mais finalement que le coin supérieur gauche soit noir, que le coin supérieur droit soit noir, ou que ici j'ai quelques feuilles alors qu'il y a un oiseau ici et que ici j'ai quelques feuilles, c'est secondaire dans l'image. Et que le processus mental qui vous conduit à déterminer si c'est un oiseau, si c'est un chat, ou si on est dans le cas de l'analyse économique d'un pays qui ne va pas bien ou va bien, c'est un processus dans lequel vous allez filtrer tout un tas d'informations. Ici, quand vous regardez les têtes de chat, la première chose que vous regardez, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est le petit nez, et c'est pas du tout de savoir si ici, il a des poils aux pattes ou même la couleur du sol. Donc finalement, on a un processus mental dans lequel on filtre des informations et puis on raisonne par étapes. On regarde d'abord s'il y a une tête,
S'il y a une tête, on regarde s'il y a des petits yeux au milieu ou quelque chose qui ressemble à un rond au milieu et puis des triangles autour de la tête. Si c'est le cas, il y a toujours une probabilité que ce soit un chat. Ensuite, on regarde un peu plus loin. Est-ce qu'on a un petit nez en triangle? Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à des moustaches? Etc. Si la réponse est non dès les premières questions, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Je sais que ce ne sera pas un chat. C'est ça la convolution, c'est de se dire, je vais avoir plusieurs couches, plusieurs filtres qui vont me permettre de découper le problème, de créer un processus mental dans lequel je ne traite pas tous les pixels de la même manière comme on le faisait il y a 20 ans, mais dans lequel je vais essayer d'avoir un raisonnement structuré. Alors ça s'applique évidemment très très bien à la finance, ça s'applique très très bien à l'économie d'une manière générale. Ici, pour illustrer le problème, j'ai sorti deux types de données, sur la partie haute et sur la partie basse. Ce sont les mêmes données qui sont sorties en colonnes. Donc vous avez par exemple dans les premières colonnes des données qui sont liées à des niveaux d'indicateurs boursiers très similaires à ce que j'ai montré dans les premiers graphiques. Vous savez, celui où il y avait la crise de 29 et puis les niveaux du S&P avant l'éclatement de la bulle Internet. Ensuite, vous avez des indicateurs liés au prix des matières premières. Ensuite, lié à l'état de l'économie. Est-ce qu'il y a du chômage? Est-ce qu'il y a de l'activité économique? Est-ce qu'il y a des inégalités sociales? Et etc. On empile comme ça les indicateurs les uns derrière les autres. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable, soit à l'œil nu, soit à l'aide d'un réseau à convolution ou d'un réseau de neurones traditionnel, de regarder ces images et d'être capable de dire oui, de la même manière que quand je regarde une image avec un chat, avec un chien ou avec une forêt, j'ai l'intuition qu'ici, j'ai quelque chose qui pourrait me permettre de déterminer si l'année suivante, le pays va avoir une difficulté ou pas. En regardant ces images, on voit bien, on a l'intuition que ça marche. Pourquoi? Ici, je sors 2 années dans lesquelles il n'y a pas de crise. Et ici, je sors 2 années dans lesquelles il y a des crises. Alors, vous voyez la différence? Vous voyez ici des zones très bleutées où on a l'impression qu'il y a des patterns qui apparaissent par groupe, ici aussi, ici aussi. Alors, j'en ai cercler quelques-uns. Alors, c'est pas forcément tout à fait évident de les identifier visuellement avec l'œil d'un humain, évidemment. C'est un peu l'intérêt du réseau à convolution, c'est que lui va être sûrement capable d'identifier que, voilà, il y a une petite combinaison de toutes ces zones bleues, combinées avec les zones vertes, qui me permettent de dire, oui, effectivement, l'année 2008 et l'année 2000, c'est des années qui ne sont pas comme les autres, dans lesquelles j'ai des patterns. Mais étant donné qu'ici j'ai 150 variables et puis que j'ai 250 retards, c'est pas tout à fait évident de les analyser avec une équation économétrique ou à l'œil nu, et il me faut derrière un réseau de neurones qui va le faire pour moi. Une deuxième question, inquiétude que peuvent avoir les financiers, et puis peut-être je terminerai par là. C'est de se dire, aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonds d'investissement qui gèrent non pas des placements dans 10 sociétés ou dans 50, mais dans 500 ou 1000 sociétés. Et ils le font malheureusement, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, ils le font non pas avec 5000 employés, mais ils le font avec 15. Donc vous avez quelques employés qui vont devoir suivre plusieurs centaines de sociétés dans le monde tous les jours. Et la grande frayeur de ces gestionnaires, c'est de se dire, est-ce que je suis sûr qu'aujourd'hui, je n'ai pas manqué une information sur ces 500 sociétés qui auraient été publiées dans la presse internationale et qui auraient dit, par exemple, le dirigeant de telle société localisée au Brésil est soupçonné de corruption. Ou alors, telle société a de grandes difficultés avec ses marchés au Brésil. Ou alors, telle société en Afrique se retrouve très affectée à cause de la baisse des prix du pétrole. Est-ce que je suis sûr que je ne manque pas aujourd'hui une information sur une de ces sociétés qui pourrait être déterminante pour mon analyse de portefeuille et éventuellement pour les risques futurs? Donc là, c'est un outil qu'on a fait en interne, dont l'idée, c'est de, toutes les 3 heures, aller scraper, donc récupérer automatiquement de l'information sur tout un tas de sites de news. On a fait Twitter, on a fait Facebook, mais finalement on a arrêté. On s'est limité aux sites de news. Et donc l'idée, c'est d'aller lire le Financial Times, mais aussi le China Daily, le India Times, les publications au Nigeria, les publications au Brésil, au Venezuela, Argentine. On essaie de couvrir un maximum de pays. On récupère à peu près 20 000 articles toutes les 3 heures. On les stocke en interne. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On sort 2 types d'analyses. La première, c'est simplement de se dire, quand on regarde toutes les news qui sont liées, dans le cas présent, c'est à la Turquie, toutes les news qui sont liées à la Turquie, aujourd'hui,
ce mois-ci ou cette semaine, quel est le sentiment? Quel est le sentiment aujourd'hui sur la Turquie? Est-ce que c'est négatif? Auquel cas, j'ai un indicateur qui est plutôt négatif ici. Est-ce que c'est très négatif? Négatif. Est-ce que c'est positif ou très positif? Là, on utilise des méthodes liées au text mining assez traditionnelles, dans lesquelles on va recoder l'image, faire de l'apprentissage bayésien. Encore une fois, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. Donc on reprend des articles publiés sur ces pays-là, et puis on essaye d'affecter des indicateurs. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la presse internationale est inquiète ou est plutôt positive sur le pays? Mais ça ne suffit pas, évidemment, si vous êtes un fonds d'investissement ou même si vous êtes un analyste sur la Turquie. Est-ce que si je vous dis aujourd'hui, ben voilà, j'ai lu 500 articles automatiquement avec un outil et l'outil me dit c'est très négatif. Et puis c'est tout. Ah non, ça ne suffit pas, vous avez envie d'en avoir un petit peu plus. Malheureusement, vous avez 500 articles. Donc comment essayer d'extraire une information qui est utile pour vos diagnostics économiques aujourd'hui? Et bien donc on a développé des outils, encore une fois à partir de text mining, qui à partir de méthodes d'extraction de topics nous permettent de connaître les thématiques. Donc, alors là on utilise des méthodes à base de factorisation matricielle non négative, donc des méthodes relativement traditionnelles aujourd'hui pour extraire les topics. Donc on reprend les articles, on recode les articles en regardant les fréquences des mots, quelle est la fréquence d'apparition de tel ou tel mot dans les articles, et puis ensuite, de la même manière qu'on l'avait fait tout à l'heure avec une analyse en composantes principales, on essaye de voir s'il y a des représentations archétypales d'articles par famille qui nous permettent de dire, ben voilà, finalement, si je devais les regrouper, ces articles, essayer de maximiser la ressemblance des articles dans un groupe et de maximiser les dissemblances des articles entre groupes, je sortirais, c'est peut-être 4, 5 ou 10 thématiques. Et ça, on le fait tous les jours. Donc tous les jours, on est capable de dire, voilà, sur la Turquie, sur le Brésil, sur la Chine, le mood, ce qu'on appelle nous le mood, le sentiment, est positif ou négatif. Et non seulement il est positif ou négatif, mais les thématiques qui nous permettent de dire ça, ben on les liste, et avec à chaque fois un article représentatif. Et donc quelqu'un qui doit, nous ça nous arrive tous les jours, quelqu'un qui doit dans notre équipe aller chez un banquier, faire une présentation. Alors quand c'est sur des pays très connus comme le Brésil ou l'Argentine, c'est relativement facile, mais si on nous demande, comme on m'a demandé la semaine dernière, une présentation sur l'Éthiopie ou l'Érythrée, bah, c'est beaucoup plus difficile parce que ce n'est pas des pays qu'on suit tous les jours. Bah, là, la première chose que je fais, c'est d'aller sur cet outil, de regarder un petit peu comment ont évolué les sentiments et puis quelles ont été les thématiques, les topics qui ont été évoqués sur les périodes précédentes. Sur les 3 minutes qui me restent, je vais passer relativement vite, mais juste pour donner un petit panorama des autres sujets qu'on traite. Donc, là, j'ai parlé pas mal de finances, mais finalement, les sujets sur lesquels on travaille tous les jours, c'est des sujets qui sont traditionnellement plutôt liés à des problématiques économiques. Le premier, c'est par exemple un outil qui nous permet de faire des prévisions sur les prix du pétrole sans faire d'hypothèse sur l'offre et la demande de pétrole dans les semaines ou dans les mois ou dans les années qui viennent. Donc on a essayé de regarder si par le passé, on était capable de faire des associations entre des patterns liés à l'économie globale dans le monde, la consommation de pétrole en Europe, dans les marchés émergents, les stocks, etc. Et d'utiliser des modèles de nature différente. Alors vous voyez, par exemple, des classifications bayésiennes, du gradient de boosting machine, des sommes supervisées, des perceptrons standards, des random forest, des SVM, du plus proche voisin. Et puis ici, on a montré un peu les performances des modèles, soit sur l'échantillon d'apprentissage, c'est la première colonne, donc évidemment dans quasiment tous les cas c'est presque parfait, et surtout, c'est ce qui est le plus important, sur l'échantillon qui nous permet de tester out of sample les performances des modèles, et auquel cas vous voyez que c'est quand même très très bon dans la plupart des cas. Qu'est-ce que ça nous permet de dire aujourd'hui? Ça nous permet de donner ce scénario. Donc on avait prévu que les prix du pétrole continueraient d'augmenter jusqu'à à peu près la fin de l'année, et qui se retournerait à la fin de cette année, et puis qu'on serait plutôt sur une tendance relativement baissière, graduelle, mais baissière, à l'horizon de fin 2019. Je passe. Une des grandes oppositions des économistes traditionnels à l'utilisation des outils de machine learning dans le diagnostic économique, c'est de se dire c'est utile pour les prévisions, mais sinon ça ne sert à rien.
Alors c'est pour ça qu'on a développé ces outils à l'aide de modèles de recursive partitioning, de cartes. Moi j'aime beaucoup les cartes parce que finalement c'est un des outils de machine learning les plus simples et qui permet en même temps de valider ou d'invalider des raisonnements relativement simples, et notamment en économie, c'est vraiment très très utile. Qu'est-ce qu'on fait ici avec un carte? On essaye de faire une prévision à l'horizon de quelques trimestres, ici c'est 2 trimestres, mais on peut aller beaucoup plus loin, en Europe, et on essaye de voir, en donnant à manger au modèle un certain nombre de variables économiques, des variables liées à la confiance, la croissance aux États-Unis, la confiance des industriels, est-ce qu'on est capable de prévoir à l'avance, sans faire d'hypothèse, si la croissance va aller mieux ou si la croissance ne va pas aller mieux. Ça, c'est l'arbre qu'on avait proposé au moment de la crise en Europe. Vous savez, après la crise des subprimes, l'Europe a eu beaucoup de mal à redémarrer son activité. Et pendant tout un tas d'années, on s'est posé la question, quelles sont les conditions qui permettent d'avoir un redémarrage de l'activité relativement stable. Et ce que nous disait ce modèle, c'est 2 choses très très importantes qu'on a utilisées à l'époque dans nos raisonnements. C'est la première, on n'a aucun cas dans lesquels l'activité en Europe a repris tant qu'il n'y avait pas de la confiance. Mais ce n'était pas simplement la confiance, parce que ça on le lisait dans la presse tous les jours. C'était de se dire, il faut regarder la confiance des consommateurs en Europe dans leur situation financière à un horizon de 12 mois. Et si les gens n'ont pas confiance dans leur situation financière pour l'année qui vient, il n'y a aucune chance que l'activité reprenne. On était sur la partie gauche. Si en revanche la confiance était relativement substantielle, ce n'était pas une condition suffisante non plus pour le redémarrage. On sait que si on était en dessous, ça ne marcherait pas. Si on était au-dessus, il faut regarder 2 autres indicateurs. Et en l'occurrence, dans ces 2 autres indicateurs, il y en a un qui était déterminant, c'était la croissance aux États-Unis. Et de se dire, pour avoir une croissance garantie en Europe à l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il fallait non seulement de la confiance, situation financière à l'horizon 12 mois, deuxième condition, une croissance américaine supérieure à 2,7%. Je passe là-dessus, et puis je termine par ce graphique, que j'aime beaucoup, qui n'est pas une photo de la Lune, mais qui est une photo une image d'un outil de clustering qu'on a appliqué sur un peu plus de 100 000 entreprises françaises. C'est un travail qui date un peu, qui a été fait en 2002, avec un réseau de neurones. C'était pour illustrer que les réseaux de neurones, nous on n'en fait pas depuis simplement 3-4 ans. Et donc à l'époque, le ministère de l'économie et des finances s'était posé la question comment faciliter l'accès au crédit des PME, des TPE. Ben là on est à la French Tech, on m'a dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de startups qui étaient installées ici. C'est une des problématiques de base. Quand on crée une société, on a des besoins, on a besoin d'investir, souvent on n'a pas d'argent, et donc on va voir le banquier. Et la difficulté, c'est que souvent le banquier traditionnel, il ne comprend pas votre métier, il ne comprend pas vos besoins. Et donc tout ça, il fallait le prouver quantitativement, parce qu'évidemment, de le raconter comme je le raconte ici, c'est très facile, mais de le prouver quantitativement, c'est pas tout à fait évident. Et donc ce qu'on a fait ici pour le prouver quantitativement, c'est qu'on a pris un grand nombre de données sur des entreprises françaises, des données qui sont liées évidemment à la taille des entreprises, au secteur d'activité, et puis des données qui sont liées à leur bilan, mais aussi des données plus qualitatives. Est-ce que vous êtes dans un domaine très particulier qui, par exemple, vous oblige à embaucher des data scientists, ou à prendre des abonnements à des data providers, ou alors à embaucher des ingénieurs très particuliers qui viennent d'une école très particulière. Enfin, voilà, essayer d'identifier des éléments très qualitatifs. On a récupéré toutes ces données et puis on a utilisé le même algorithme que celui que je mentionnais tout à l'heure, des cartes auto-organisatrices, ça s'appelle des cartes de Cohen, pour essayer de voir si on n'avait pas un clustering des entreprises françaises qui était différent de celui qu'utilisent les banquiers tous les jours. Les banquiers tous les jours, ils utilisent un clustering dans lequel vous êtes dans une case particulière simplement parce que vous avez moins de 10 employés et que vous êtes dans tel secteur d'activité. Ben là, on disait, non, oui, c'est effectivement ces clusterings qui permettent de dire Engie, enfin les grandes sociétés qui sont dans des secteurs construction, les services, immobiliers, ils sont évidemment dans un cluster qu'on connaît déjà. Mais vous avez tout un tas d'autres sociétés qui ont été mises en évidence par ce réseau de neurones et qui sont dans des secteurs d'activité que le banquier pourrait imaginer être le même. Par exemple, si vous allez chez votre garagiste, le petit garagiste de village, qui peut-être sera dans le même secteur, peut-être embauchera le même nombre de salariés que le garagiste Midas ou Noroto qui est juste à côté. On sait très bien, vous et moi, que c'est pas du tout pareil. C'est la même chose, c'est la même différence qu'il y a entre un boulanger Banette et puis un boulanger familial dans un petit village. Il a
tout un tas d'indicateurs qui sont très très similaires au deuxième, mais simplement vous n'êtes pas capable de le différencier l'un de l'autre si vous n'utilisez pas tout un tas d'autres données à côté. Voilà, écoutez, c'est une fin un peu sur les chapeaux de roue, mais alors ce que je voulais dire en fin de mon speech, c'est que évidemment, enfin, pour des gens comme moi, quand je me rappelle, ça fait un très ancien combattant de dire ça, mais il y a 20 ou 25 ans, la difficulté que j'avais à la fois à convaincre tout le monde, mais à mettre en place des modèles à partir de machine learning sur des sujets économiques, et aujourd'hui l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces techniques, la facilité à les appliquer, les puissances de calcul, et puis l'appétence finalement qu'ont nos clients autour de ces méthodes, ça n'a plus rien à voir. Malgré tout, le data scientist dont tout le monde rêve, j'ai l'impression qu'à la fois dans notre métier, mais dans de nombreux métiers, il n'existe pas tout à fait. Le data scientist qui est à la fois quelqu'un qui est capable de programmer, capable d'avoir des notions mathématiques de base et statistiques de base, et en même temps qui a une bonne compréhension de l'économie et de la finance, je ne suis pas sûr qu'il existe aujourd'hui. Et là, je parle de mon domaine, mais si on évoquait un autre domaine lié à l'ingénierie, lié à l'armement, par exemple, je sais qu'il y a quelques boîtes sur Rennes qui recherchent des data scientists dans le secteur, ou lié à l'immobilier, ou à la construction. Il est très difficile de trouver le data scientist qui connaît votre métier, qui vous garantit qu'il ne va pas faire de bêtises quand il va utiliser, créer un dataset tout simplement sur le sujet sur lequel vous lui avez demandé de travailler et qui ne va pas remarquer qu'il y a une anomalie sur les données. Donc voilà, ce data scientist, pas tout à fait évident à trouver, même si l'appétence et du côté des clients et puis les formations aujourd'hui permettent de faire tout ça. Et puis dernière remarque, c'est qu'évidemment on est dans une société dans laquelle on automatise tout. Vous savez, en économie, on pensait il y a 10 ou 15 ans que le challenge, c'était la formation. On se disait, la société qui est condamnée à avoir un chômage très important, c'est une société dans laquelle le niveau de formation des personnes qui la composent est trop faible. Et donc le challenge, c'est d'amener tout le monde, de tirer tout le monde vers le haut et de former tout le monde pour réduire le plus possible le risque d'avoir un chômage important. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Enfin, on sait que ça suffit pas. On sait qu'aujourd'hui, le risque, c'est que vous soyez dans un métier dans lequel vous avez des tâches répétitives. Et quand je dis une tâche répétitive, c'est pas simplement de le faire 150 fois par jour, mais si vous faites une tâche 2, 3, 4, 5 fois par jour et que vous le faites tous les jours, ben, il y a un risque que dans quelques années, peut-être c'est 2 ans, peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 20, mais que votre métier soit simplement automatisé. Et dans les métiers dans lesquels il y a des tâches répétitives, eh ben, il y a le métier de data scientist. Parce que prendre des données sur un dataset, les normaliser, tester des SVM, des random forest, du deep learning et tout un tas d'algorithmes, regarder les AUC, optimiser les seuils, et puis décider quel est le meilleur modèle ou la meilleure combinaison de modèles, c'est très automatisable. Donc même le métier de data scientist, malheureusement, c'est pas un métier qui est invulnérable à ces mutations que la société va connaître dans les années qui viennent. Voilà, merci à tous, et puis désolé d'avoir un peu mordu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Dans votre travail, vous utilisez, vous basez en fait sur ce qui s'est passé, apparemment sur le passé. Est-ce que vous développez des modèles sur des scénarios un petit peu improbables, par exemple David Trump à la présidence, c'est un petit peu du chaos monkeys, quoi. Et est-ce que vous êtes capable de réaliser des petits modèles qui peuvent prendre en compte en fait le populisme qui est en train de... Oui, alors je répète la question pour ceux qui se confondent, qui n'entendent pas. La question c'est, donc on développe des scénarios basés sur soit du consensus, soit des cas passés. Est-ce qu'on est capable de aussi travailler sur des scénarios qui sont moins consensuels, des scénarios un peu à part, et puis de se dire, voilà, au pire, ça pourrait peut-être tourner comme ça, et voilà, comment on le fait, comment... Alors les économistes adorent ça. Les économistes en font tout le temps, donc on fait évidemment très souvent, on utilise beaucoup les outils que je viens de montrer, dans lesquels on donne aux outils tout un tas de données passées, et puis on leur demande, voilà, ben, si on fait tel scénario, qu'est-ce qui va se passer sur l'inflation, sur l'activité économique, sur le chômage. Et à chaque fois qu'on sort un outil comme ça, un scénario comme ça, et c'est là où je dis les économistes adorent ça, on aime bien développer un scénario alternatif, on appelle ça le worst case.
Le worst case. Et donc le worst case, c'est de se dire, bon, ben d'accord, si finalement les choses n'arrivent pas comme on l'a prévu, si finalement Trump n'arrive pas à mettre en place tout ce qu'il souhaite mettre en place, et si 2019, il y a un retournement aux États-Unis, il y a une crise financière grave, et puis la Chine, le ralentissement structurel en Chine, il arrive de façon un peu plus brutale que prévu, et puis que tout ça arrive en même temps, finalement, le retournement aux États-Unis, la crise financière aux États-Unis, le ralentissement chinois, et donc qu'est-ce qui peut se passer? Ça, on le fait tout le temps. Alors, c'est soit fait au niveau de petites sociétés comme nous, avec des scénarios de stress test, soit mis en place, même dans des banques, de façon réglementaire, et dans des banques, chez des asset managers, et qui ont l'obligation de développer des scénarios centraux et de rendre compte auprès des autorités réglementaires du fait qu'ils ont bien calculé, bien estimé l'impact et le risque que le scénario qu'ils avaient imaginé ne se réalise pas. Et est-ce que, en gros, si le scénario ne se réalise pas, une banque comme BNP, Société Générale ou Natixis survit? Et ça, c'est les fameux stress tests, vous savez, qu'on lit régulièrement dans la presse. Et donc, c'est exactement votre question. La difficulté, c'est qu'évidemment, des cas extrêmes, il y en a peu dans le passé. Donc, s'il y en a très très peu dans le passé, vous ne pouvez pas calibrer un modèle de façon aussi fiable que des cas qui se sont reproduits très fréquemment dans le passé. Et donc c'est tout le paradoxe de ces questions-là, c'est-à-dire que c'est critique pour la société, évidemment, c'est critique de se dire si Trump fait n'importe quoi dans les années qui viennent, et puis qu'il n'a pas vraiment de chance, et qu'en même temps, voilà, la Chine se retourne, et puis qu'on a toutes ces catastrophes, donc ça peut être majeur pour le monde. Malheureusement, pour faire mon travail correctement et estimer les conséquences pour le monde d'un scénario pareil, je manque de données, simplement parce que je ne suis pas dans un laboratoire dans lequel je peux faire des expérimentations avec des souris et puis des produits. Voilà. Donc c'est toute la difficulté. Alors ça ne fait pas peur aux économistes, on fait quand même tout un tas de scénarios, il n'y a pas de souci. Et on fait croire qu'on a des boules de cristal, mais on ne les a pas. Et donc c'est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, c'est très important d'avoir des sources de données volumineuses et fiables. Est-ce que parmi tous les projets que vous nous avez montrés, il y a des sources de données qui sont publiques, des bases de données académiques, ou c'est que des choses que vous avez récupérées de manière privée? Oui, alors ça c'est déterminant, effectivement. Je ne vais peut-être pas assez insister dessus. Il y a des bases de données qui sont considérées comme fiables. Alors là, il y a tout un tas d'organismes internationaux que vous connaissez. Donc c'est le FMI, l'OCDE, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, c'est peut-être un peu moins familier pour vous, mais qui donnent de façon fiable des données sur un très grand nombre de pays. Et quand je dis fiable, c'est-à-dire par exemple des organismes comme le FMI, ils ont mis en place des normes qui permettent de s'assurer que quand le Brésil, par exemple, dit « je fais plus 4% de croissance cette année », alors en l'occurrence c'est pas vrai, ils vont plutôt faire 2, je fais plus 2% de croissance cette année, et bien ce chiffre-là est comparable à un pays comme le Nigeria ou comme la Chine qui va peut-être, alors la Chine c'est à peu près 7, ou l'Inde c'est à peu près 7 aussi aujourd'hui, c'est comparable. On sait qu'on pourra dire après, voilà, l'Inde c'est 2 ou 3 fois plus. Ça, c'est vrai pour les grands indicateurs macroéconomiques. Malheureusement, quand vous regardez des indicateurs qui parfois peuvent être très importants, par exemple sur la Chine, aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que la Chine pourrait connaître une crise grave de crédit? Une crise qui est liée au crédit parce que beaucoup de la croissance économique en Chine est alimentée par le crédit. Et cette croissance qui est alimentée par le crédit donne lieu à ce qu'on appelle des créances non performantes, des non-performing loans en anglais. Or, cet indicateur de non-performing loans, vous n'avez pas d'organismes internationaux qui vous le mesurent de façon fiable et homogène dans tous les pays du monde, alors qu'il est lui-même déterminant. Donc la réponse c'est oui, il y a des organismes qui donnent des indicateurs qui permettent parfois de poser un diagnostic qui est fiable sur de la croissance économique, de l'inflation, mais parfois dans des domaines très particuliers, comme là le risque de crise bancaire en Chine, pour le coup qui aurait des conséquences assez graves dans le monde, on n'a pas forcément tous les outils qui nous permettent de le calculer de façon aussi fiable. Donc c'est un vrai enjeu, oui. Oui ? Je voulais savoir si vous utilisez Bloomberg chez Tax Economics. Alors oui, donc il y a des indicateurs, des bases de données comme Bloomberg, comme DataStream, Global Insight. En fait, ces providers de données, c'est des providers qui revendent des accès dans lesquels ils sont allés eux-mêmes chercher
à la Banque mondiale, à la Banque des règlements internationaux, parfois dans les banques centrales du pays, dans l'organisme statistique local, des données qui centralisent, qui reformatent et qui vous revendent. Alors là, les qualités sont très très différentes entre Bloomberg, DataStream et puis Global Insight. Nous, on est plutôt des fans de DataStream et pas vraiment de Bloomberg, parce que Bloomberg, c'est plutôt pour le financier. Bloomberg, c'est les posts avec, vous savez, tous les graphiques, les 4 écrans empilés, là qu'on voit souvent à la télé quand on montre les gars à Wall Street. Donc c'est des outils qui sont très très adaptés pour suivre la finance. Malheureusement, au niveau de la couverture sur les données macroéconomiques, ils sont un peu moins bons que les autres. Ils sont en train de développer une offre aujourd'hui, mais ils sont un peu moins bons que les autres. DataStream, pour le coup, il couvre des millions de séries à travers le monde, donc c'est pas mal. Pas d'autres questions? Si? Je serais juste curieux, si ce n'est pas indiscret, de savoir pour votre infrastructure, vous êtes plutôt cloud ou on-premise? Alors, pendant des années, moi j'étais un peu un paranoïaque, donc on faisait tout chez nous. On avait les serveurs chez nous, des firewalls, enfin voilà, c'était... j'ai été même jusqu'au boutiste, jusqu'à développer nos propres librairies d'algèbre linéaire, d'estimation, on faisait tout. Tout en interne, tout en C++, et puis après on connectait à R, à tous les outils. Bon, et puis évidemment, je suis quand même un peu le progrès. Donc aujourd'hui, tout le monde utilise R, Python, tout le monde utilise les Amazon Web Services. Donc on a suivi, évidemment, plutôt que d'aller acheter des stacks de machines pour héberger toutes nos données, de continuer à faire tout en C++ pour estimer du deep learning. Ben oui, aujourd'hui, on utilise Amazon. Nous, on est très Amazon. Donc on a plusieurs machines sur Amazon, des machines de prod, des machines pour héberger les données, et puis des machines de recherche qui sont connectées à des GPU, avec Keras, avec TensorFlow, avec tout ce qu'il faut, et puis sur lesquels on peut décider de mettre une puissance de calcul très très importante pendant 2-3 heures si on veut estimer un truc. Ça, c'est vrai que ça change notre travail de tous les jours. Et puis voilà, donc c'est ça la réponse. Donc j'ai fait mon deuil de on héberge tout chez nous. Oui ? Juste deux questions. La première, c'est pour suivre. Donc, vous hébergez vraiment plus rien du tout, même pas des trucs de développement expérimental et tout ça, si, un peu quand même. Si, on a quand même quelques serveurs chez nous sur lesquels on héberge pas mal de choses. Ouais. Oui, pour être à l'aise gratuitement. Oui. Quoi. Oui. Moi, l'autre question, c'était, j'ai vu le film The Big Short. Je suis pas dans la finance, mais je m'intéresse de loin, quoi. Et je me demandais si aujourd'hui, parce que quand on voit ce qui s'est passé dans le film, qui paraît-il, d'après des gens que je connais qui sont traders, m'ont dit ouais, c'était assez fidèle à la réalité. Il a quand même, le gars qui découvre le truc au départ, c'est vraiment parce qu'il analysait à fond sur un petit lot de données, donc sur du small data plus que sur du big data, qu'il a trouvé la faille, qu'il a commencé à se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les méthodes que vous avez citées, je ne parle pas de si la crypte des subprimes arrivait à nouveau, parce que là on pourrait déjà apprendre le cas, etc. Mais si quelque chose de similaire, tout en étant différent, dans un scénario différent, se produisait, est-ce qu'on pourrait le détecter? Ouais, alors si je vous disais oui, je serais un peu trop confiant quand même. Donc, alors nous on est inquiets aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé par ça, en montrant des graphiques qui indiquaient qu'il y a de l'activité économique, mais on n'est pas loin d'un retournement, qu'on est à un niveau de bulle financière qui est au-delà de ce qu'on avait au moment de la crise des subprimes, et que donc on peut s'attendre à un retournement de l'activité économique, à un éclatement de la bulle, et donc une crise grave quand même sur les marchés financiers qui ressemblera sûrement à la crise des subprimes. Après, de quel type sera cette crise? Alors il y a tout un tas de scénarios possibles. Très franchement, je ne sais pas. Il y a beaucoup de crédits aux États-Unis, donc les sources de difficultés, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens parlent, par exemple, des prêts étudiants, des risques qui sont liés aux prêts étudiants, de risques, encore une fois, qui seraient liés à l'immobilier. Donc il y a des gars qui font ça, effectivement, comme dans The Big Short, qui décortiquent les contrats pour essayer d'identifier. À l'époque, les contrats qui posaient problème, c'est ce qu'on appelait les Credit Default Swap, les CDS.
Si aujourd'hui, l'équivalent des CDS, les contrats qui posent problème, est-ce que c'est ces fameux prêts étudiants qui sont packagés dans des produits qu'on appelle des produits structurés, de la même manière qu'à l'époque des subprimes? Vous savez, on n'a pas retenu du tout la leçon de l'époque. Donc à l'époque, on faisait du crédit à des ménages qui étaient sans emploi, qui n'avaient pas d'argent, à qui on prêtait de l'argent pour acheter une maison, tout en sachant qu'ils n'allaient pas rembourser. On prenait leur prêt, on le titrisait en une créance et on mettait tout ça dans un produit dans lequel on calculait que la variance totale, etc., était très faible. On disait, il n'y a pas de risque, c'est super. Mais aujourd'hui, ce même type d'anomalie, et on est en train de le reproduire avec les, les prêts étudiants. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, hein, c'est pas forcément ça. Franchement, j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est dans un cas particulier d'anomalie financière dans lequel va y avoir un problème à un moment ou à un autre, et c'est dans pas très très longtemps. Voilà. Oui. Alors, moi j'ai une question sur la problématique de la collecte de données, parce que vous collectez beaucoup de données. Et en tant que statisticien, je me pose une question sur la représentativité, en fait, parce que la question qu'on se pose, c'est toujours de savoir est-ce que les données qu'on prend sont représentatives. Mais aujourd'hui, la mode, c'est de se dire que sous prétexte qu'on a le big data, on n'a plus besoin de faire du sampling et que voilà, on peut prendre des données. Voilà. Quel est le travail que vous faites en termes déjà de collecte, d'être sûr que les données qui sont collectées sont fiables et aussi elles sont représentatives par rapport à un univers donné? Alors oui, c'est deux questions très importantes, effectivement, que je n'ai pas abordées du tout dans ma présentation. La partie collecte, en fait, nous, on a développé en interne une base de données qui est créée toutes les nuits avec des connecteurs. Donc on a un connecteur FMI, un connecteur Banque mondiale, un connecteur données financières, enfin on a tout un tas de connecteurs comme ça, plus d'une trentaine, et qui donc nous permettent automatiquement de récupérer des données sur à peu près 150 pays dans le monde, parfois des données journalières, des données mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et de les stocker et d'être sûr que tous les matins, quand on arrive pour travailler, les dernières données sont disponibles en interne sur TaxStat, donc c'est notre outil interne de données. Donc ça, c'est comme ça qu'on a résolu, avec l'accès aux API dont je parlais tout à l'heure, l'alimentation. La deuxième question que vous posiez, c'est sur la représentativité. Alors ça, c'est déterminant. C'est vrai que le sampling, c'est déterminant. Notamment, par exemple, tout à l'heure, je parlais des crises de change dans les pays émergents. Les crises de change dans les pays émergents, il y en a moins de 10%, entre 5 et 10%. Donc vous en avez relativement peu. Des pays émergents, nous, ceux sur lesquels il y a suffisamment de données disponibles sur la période historique qu'on traite, il y en a une centaine à peu près. Donc une centaine de pays sur lesquels on a des données depuis les années 70 à nos jours. Si vous avez que 10% de ces données-là qui vous permettent d'identifier des crises particulières, vous voyez qu'on est très très loin du big data. Et si en plus je regarde sur l'ensemble de ces 100 pays, quels sont les indicateurs macroéconomiques que j'ai sur l'ensemble de la période, sur l'ensemble des pays, il n'y en a pas 400 par pays. Donc il y en a peut-être une cinquantaine. Et encore, je pousse le... Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de caler votre modèle. Et si en plus, je rajoute là-dessus l'idée que je ne vais pas prendre tout mon échantillon, parce que si je cale mon modèle sur tout l'échantillon, je ne sais pas comment il va marcher hors échantillon, et que donc je vais être obligé de faire du sampling. Et donc que sampling que je vais faire, par exemple, si je dis je vais prendre toutes les données jusqu'à 2008, et je vais caler ou à 2007, on va dire, la première version, jusqu'à 2007, je vais caler un système et après je vais essayer de faire une prévision depuis 2008 jusqu'à nos jours sur ce qui se passe. J'ai pas pris la crise des subprimes, qui est une crise très particulière. Peut-être que mon outil va pas du tout bien performer sur 2008 jusqu'à nos jours. Alors je dis, je vais prendre 2008. Et donc je cale mon outil sur 2008, mais je ne sais pas finalement s'il y a une crise très similaire à 2008 qui se passe dans le futur. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que malheureusement, j'ai qu'un cas comme 2008. Et des cas comme ça, vous en avez plein en économie. Il y a par exemple la crise asiatique de 1997 dont je parlais tout à l'heure. C'est 4-5 pays qui ont été affectés par une crise extrêmement grave à la fin des années 90. Ça s'est passé qu'une fois. Vous avez ce qu'on appelle la crise des GKO en Russie, ça s'est passé qu'une fois. La crise du Venezuela que le pays connaît aujourd'hui, qui est extrêmement grave, dont on voit régulièrement des émissions, un pays qui connaît une inflation de plus de 1000% par an, donc extrêmement grave.
Ça s'est passé qu'une fois. Et donc vous en avez beaucoup des crises comme ça qui se sont passées qu'une fois. Et dans les crises dont je parlais tout à l'heure, qui vont peut-être arriver dans la période prochaine, future, enfin en tout cas d'ici peu, il y a celle aux États-Unis, il y en a peut-être une en Chine aussi. Pourquoi en Chine? Parce que la Chine investit plus de 45% de son PIB depuis des années. Tout ça dans une économie qui est très très alimentée par le crédit. Une économie qui connaissait 15% de croissance il y a 10 ans et qui aujourd'hui tourne à 7% de croissance. Donc 7% c'est beaucoup, mais c'est quand même moitié moins de ce qu'on avait il y a 10 ans. Et donc on imagine que la Chine ne va pas supporter ça, parce qu'elle a trop de crédit, elle croît moins vite, la population est vieillissante, il y a trop de crédit, et donc il faut à un moment cleaner, apurer tout ça, et puis faire qu'on repart sur de bonnes bases. Or, on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'on n'a jamais eu aucun cas similaire par le passé. Donc voilà, c'est pour répondre à votre question, c'est les limites du sampling. Malheureusement, en économie, on a un nombre de cas très limité. Et donc, quand je réfléchis à la crise des subprimes, quand je réfléchis à la crise des pays asiatiques, à la Chine dans le futur, ben oui, c'est vrai que je suis un peu limité parce que je ne suis pas capable de faire un sampling par le passé qui me permet de poser un bon diagnostic. Alors, il y a quand même des outils. Nous, on SMOT beaucoup, par exemple, les outils SMOT, donc qui permettent de prendre un échantillon dans lequel vous avez peu de données, enfin des données rares, et puis d'essayer de générer aléatoirement un certain nombre d'observations qui ressemblent à celles que vous avez déjà et qui permettent de compenser le manque de cas rares. Mais enfin, tout ça, c'est des petites astuces pour compenser un vrai manque. On n'est pas dans un domaine dans lequel on a un nombre de cas suffisant pour faire ce type d'analyse samplée correctement. C'est sûr que c'est une des faiblesses de l'économie. Oui. Si on parle d'ordre de grandeur, de quelle quantité de données on parle? Alors, ça dépend si on parle de celles qu'on utilise et puis celles qu'on stocke. Alors, dans notre outil de TaxStat qui récupère des données toutes les nuits, on a 25 millions de lignes qu'on récupère toutes les nuits. Donc c'est beaucoup, mais enfin je pense que par rapport à certains d'entre vous qui utilisaient du big data de façon intensive, c'est sûrement très en dessous de ce qu'on peut utiliser. Quand on travaille en finance, là vous vous rappelez les graphiques avec les images en couleur où j'essaie de détecter les patterns. Quand on travaille sur des données haute fréquence, ou ce qu'on appelle soit du tick data ou des données à la minute, là vous pouvez avoir très très facilement plusieurs millions de données par jour que vous stockez par jour. Donc, sachant que vous avez un peu plus de 200 jours de trading par an, vous voyez que ça peut très très vite créer beaucoup de données. Dans la macroéconomie, dans l'économie, donc le domaine dans lequel nous on travaille à 80%, c'est quand même des domaines dans lesquels le big data est relativement absent et dans lesquels on parle plutôt du small data. Ça n'empêche pas les gens de dire qu'on fait du big data parce qu'en fait, ils font l'assimilation entre big data, intelligence artificielle, machine learning. Pour eux, c'est tout la même chose. Mais voilà, on ne fait pas du big data, on fait plutôt oui, du machine learning, intelligence artificielle. Mais les ordres de grandeur, c'est ça. En finance, ça peut monter très vite. Et puis en économie traditionnelle, non, ça reste des domaines qui sont avec des données très gérables. Alors ça dépend. Par exemple, l'année dernière, on a travaillé sur le risque de défaillance d'entreprise. Donc on avait des datasets dans lesquels on avait 15 millions de lignes et on avait 400 colonnes. Donc là, ça commence à être substantiel quand même. Sinon, très souvent, en macroéconomie, vous avez plutôt une quarantaine de colonnes, 40-50 colonnes, et puis quelques milliers de lignes. Quand vous avez de la chance, vous en avez 10 000. Mais très souvent, vous en avez plutôt 5 000. Voilà. Oui, vous aviez une question ? Oui, tu disais tout à l'heure que le data scientist, ça n'existe pas trop. Enfin, c'est ce que sur certains disent souvent, c'est un mouton à 5 pattes. Pourtant, donc toi, dans ta petite entreprise, si je me rappelle bien les chiffres, c'est une vingtaine de personnes, mais tu me corrigeras. Tu arrives à faire du C++, du big data, de l'économie au niveau du marketing de cette économie auprès des grandes entreprises derrière. Donc vous en avez combien des moutons à 5 pattes ? Alors en fait, donc nous on est organisé. Non mais c'est une très bonne question. Donc c'est difficile à recruter, identifier les data scientists. Alors moi ce que je fais, c'est que je donne des cours à la fac pour les identifier parce que donc j'ai pas mal d'étudiants. Et puis dans ces étudiants, c'est facile de repérer ceux qui sont les meilleurs. Donc beaucoup viennent faire des stages chez nous et puis les meilleurs on les garde. Et nous effectivement on garde les moutons à 5 pattes. Alors ceci dit, sur les 15 personnes qu'on a chez nous, on n'en a pas 10 des moutons à 5 pattes, on en a plutôt 5 ou 6.
Mais c'est des gens dont les profils, en fait, ne reprennent pas forcément les trois pôles de façon équivalente, les trois pôles que j'ai listés tout à l'heure, donc l'informatique, les statistiques, et puis les connaissances qui sont liées à l'économie et à la finance. Souvent, on va avoir par exemple quelqu'un qui est très doué en statistique et puis en informatique, qui a des notions d'économie, mais c'est pas son point fort. Et puis à côté, on va avoir la personne qui sait utiliser R, mais qui n'est pas un data scientist, et qui en même temps connaît par contre très bien la finance, très bien l'économie. Puis un troisième qui, lui, va être super à l'aise sur tous les développements informatiques, et qui va savoir nous mettre en place très très vite la moindre idée. Donc on ne cherche pas forcément d'avoir les trois, mais des gens qui sont capables de bosser ensemble, mais qui ont quand même quelques notions sur chacun des trois pôles que je viens de mentionner. Voilà. Donc on ne les trouve pas forcément, les moutons à 5 pattes, mais on essaye de faire avec ce qu'on a. On a des gens très forts hein, qui savent bosser ensemble. En fait, c'est ça la clé. C'est comme ça qu'on résout la chose. Ouais, je fais juste une question, pardon. Et c'est par rapport à l'organisation. Comment ça se passe entre les modèles, les résultats des modèles et les économistes? Dans le sens où se trouve la décision? Qui décide quoi et comment? Est-ce que c'est le modèle qui fait une prédiction et derrière l'économiste, il essaie de comprendre la décision et d'évaluer et de mettre en place un scénario? Ou alors c'est l'économiste qui dit non, au vu de l'ensemble de ces indicateurs, a priori, on tend vers ça, et puis derrière, le modèle va infirmer ou pas son scénario? Alors la réponse, elle est très simple. Donc on a jusqu'ici une logique dans laquelle on aimerait que ce soit les modèles qui décident, mais c'est les économistes. Jusqu'ici, donc, on a une équipe de modélisateurs qui va, par exemple, on nous pose une question, on l'arrête très récemment sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, est-ce qu'on est dans une tendance dans laquelle le dollar continue de s'apprécier, ou est-ce que c'est temporaire et puis l'euro va se réapprécier? Tout le monde se pose la question. Donc on a les économètres et puis les data scientists qui commencent à travailler sur l'outil, puis ils mettent en évidence un certain nombre de choses, et puis ils présentent les résultats aux économistes. Et malheureusement, dans ce cas-là, c'est les économistes qui ont le dernier mot, parce que c'est eux qui arrivent à donner du sens, à raconter la petite histoire. Or, nous, nos clients, ils nous demandent la petite histoire. Donc ils nous demandent évidemment, est-ce que vos modèles sont satisfaisants? On dit toujours oui, même quand c'est moyen. Donc on dit toujours oui, mais ce qui les convainc avant tout, c'est qu'on sache raconter une histoire derrière. De dire, voilà, le scénario euro-dollar, aujourd'hui, c'est celui-ci, parce que ceci, parce que cela. Or ça, c'est les économistes qui savent raconter. Et c'est pas les modélisateurs. Malgré tout, on a quand même comme rêve, je dirais pas utopie, parce que j'espère que ça va se réaliser dans les années qui viennent, d'avoir des systèmes suffisamment fiables pour que ce soit, dans 9 cas sur 10, disons, les modèles qui aient dernier mot. On aimerait bien avoir des modèles euro-dollar si fiables que les économistes les regardent et puis en apprennent beaucoup et décident de suivre le modèle, quel que soit le scénario qu'ils donnent, simplement en lui faisant confiance. Aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait ça, c'est pour ça que il y a ce dialogue. Et puis, dernière chose, c'est très rare en fait qu'un client nous demande de recevoir par email les résultats de nos modèles ou de simplement les lire sur Internet. En général, il nous demande de travailler sur un sujet et il veut qu'on aille chez lui le présenter. Or, ce n'est pas le data scientist qui va aller présenter le modèle, c'est toujours l'économiste. Et c'est lui qui est confronté au client. Et donc, si lui ne croit pas à ce que le modèle a dit ou qu'il veut le présenter sous une manière ou une autre, eh ben, il fera comme il veut. Donc voilà. Oui, je souhaiterais savoir si dans vos bases de données, il y a des aspects climatologiques. Alors, ça dépend. Dans 95% de nos bases de données, non. Mais on a quand même 2 cas dans lesquels on utilise ce type d'éléments. Le premier, c'est qu'on a un client dont je ne peux pas révéler le nom, mais qui nous a demandé de faire des mesures de risque pays, qui ne sont pas simplement liés au risque économique, mais liés à un risque plus large, qui est parfois social, sociétal, environnemental, et donc lié au climat, au réchauffement climatique, et dans lequel on a pris un certain nombre d'éléments liés au climat et aux différences entre pays pour calculer une prime de risque qui ne reprennent pas simplement des éléments comme le taux de chômage, l'inflation ou l'activité économique. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a développé, et on ne le vend pas encore, mais on va le proposer d'ici peu, une nouvelle méthode d'analyse du risque politique, dans lequel on dit, finalement, aujourd'hui, on a tendance à traiter tous les pays du monde en termes de risque politique de la même manière, en se disant, voilà, dans tel pays, il y a un risque politique qui est très fort parce que, je ne sais pas, encore une fois, le taux de chômage est très élevé, alors que celui-ci
le taux de chômage est très faible et donc il y a peu de risques de soulèvement ou de révolte dans tel pays alors qu'il est beaucoup plus élevé dans tel autre, qui est en plus une dictature. Et on a remarqué qu'en fait on ne pouvait pas appliquer ce raisonnement de façon univoque pour tous les pays du monde et qu'on avait une typologie de pays. Et vous aviez par exemple les petits pays dans des zones très désertiques et dans qu'ils soient des démocraties ou des dictatures, avaient tendance à se comporter de la même manière. Tandis que les plus grands pays, les grandes démocraties avec un accès à la mer, qui étaient peu dépendantes des matières premières dans l'activité économique, avaient tendance à avoir un risque politique qui s'évaluait de la même manière. Et puis enfin, les pays d'Afrique, très dépendants des matières premières alimentaires, avaient tendance à avoir un risque politique très similaire s'ils avaient un accès à la mer qui n'était pas enclavé ou dans des zones désertiques. Donc vous voyez à chaque fois, là je cite des éléments qui sont indirectement liés au climat ou à la zone dans laquelle vous vous situez et qui simplement vous permettent de dire que voilà, si vous êtes dans un pays dans lequel il y a des glaciers et puis et des montagnes, c'est peut-être pas la même chose que si vous êtes dans un pays dans lequel vous n'avez pas accès à la mer et des zones désertiques partout. C'est vrai. Donc, mais c'est difficile à prendre en compte. Mais on essaie de le faire. Pas d'autres questions ? Oui, par rapport à votre remarque sur les modèles qui s'imposaient. Donc, quand vous expliquez à vos clients les résultats de vos modèles, est-ce que vous pouvez utiliser des modèles non linéaires ou vous êtes obligé d'utiliser que des modèles linéaires pour que ce soit explicatif ? Non, on utilise beaucoup de modèles non linéaires et les gens comprennent. Par exemple, je vais leur dire, si vous êtes vous, ça vous parlera peut-être pas, je ne sais pas, ça dépend si vous avez des notions économiques, mais je vais leur dire, un pays dans lequel il y a un déficit courant important. Alors, déficit courant, ça veut dire que vous importez beaucoup. Et quand vous importez beaucoup, les importations, vous les payez en dollars. Or, si vous devez payer vos importations en dollars, il faut que vous ayez des dollars. Or, si vous avez, en même temps que vous importez beaucoup, une devise qui est surévaluée, ça veut dire que les gens ont tendance à ne pas vous acheter votre devise parce qu'elle manque de compétitivité. On ne va pas vous donner de dollars. On ne va pas investir dans votre pays. Vous n'arrivez pas à réussir à exporter suffisamment pour récupérer des dollars. Et donc, à terme, vous aurez des difficultés. Si vous êtes une entreprise qui est implantée dans le pays, même si vous allez très très bien, il est possible qu'un jour, vous alliez voir votre banquier et vous lui dites, voilà, j'aimerais bien apporter tel produit pour fabriquer des iPhones ou je ne sais pas, un logiciel d'analyse de données ou autre chose, et puis que votre banquier vous dise, ah ben non, moi je ne peux pas vous donner des dollars, il n'y en a plus. C'est complètement indépendant de votre business, il n'y en a plus. Ça, c'est un cas non linéaire très particulier. Mais si vous n'avez qu'un seul des deux indicateurs, le taux de change par exemple, qui n'est pas surévalué mais qui est équilibré, ben, le risque disparaît complètement. Il n'est pas intermédiaire, on n'est pas dans un cas linéaire dans lequel le risque est divisé par 2 par exemple, il disparaît complètement, simplement parce que dans le cas où votre taux de change est équilibré, le fait que vous ayez un déficit courant, il est tellement peu important que finalement le risque disparaît complètement. Et donc ça, c'est des choses qui parlent aux clients. Ils savent très bien qu'il y a des combinaisons qui sont très très risquées. Un pays par exemple qui a beaucoup de crédit, ben, si les taux d'intérêt augmentent beaucoup, c'est risqué. S'il a par contre très peu de crédit, les taux d'intérêt augmentent beaucoup, c'est pas grave. Ça, c'est typiquement non linéaire. Vous avez deux variables, mais il n'y a pas une variable qui compense l'autre. Il y en a une qui simplement fait que vous avez un effet loop quand ça arrive, et puis l'autre non. Donc c'est très courant en économie, les gens comprennent bien la notion. Oui ? Quels sont vos projets ? Oh là là, alors ça c'est une question compliquée. Alors en ce moment, on travaille beaucoup sur le text mining parce que en fait, on a mis en place un outil dont je parlais tout à l'heure, l'outil de text mining que j'ai mentionné. C'est un truc qu'on a mis en place pour s'amuser il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, ça intéressait personne. Aujourd'hui, là, ça intéresse tout le monde. Enfin, en tout cas, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire nos clients qui sont dans le domaine bancaire, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'asset management, nous disent tous qu'ils ont envie de traiter ces données textuelles, quelle qu'en soit la forme. Nous, on traite la presse, mais il y a 2 ans, c'était la mode de traiter Twitter, aujourd'hui, plus vraiment. Mais de traiter toutes ces données textuelles, ils voient bien qu'il y a une quantité d'informations énorme, à la fois sur le net, mais aussi parfois en interne. Et donc, comment on peut les aider avec l'approche qu'on peut avoir, nous, la connaissance du métier d'économiste pour traiter ces données et puis leur donner du sens. Et pas simplement des indicateurs
big data, des indicateurs big data, comme ils le disent assez souvent. Donc ça, c'est un des premiers projets. Le deuxième, c'est d'essayer de faire, moi j'appelle ça la macroéconomie version 2.0, c'est-à-dire de se dire, traditionnellement, la macroéconomie et les risques, on les évaluait avec, comme je le disais tout à l'heure, un petit nombre d'indicateurs qui étaient souvent de même nature. C'était des indicateurs qui étaient liés à ce qu'on appelle la comptabilité nationale, la politique monétaire, les indicateurs financiers. Et puis là, c'est des indicateurs qu'on connaît tous. Hein. C'est l'activité économique, les taux d'intérêt dont je parlais tout à l'heure, alors à court terme, à long terme. Ça va être le crédit dans les banques, les taux d'investissement, le taux d'épargne, le taux de chômage. Mais on n'a pas du tout cette approche dans laquelle on se dit finalement ces indicateurs ils ont un sens, mais peut-être aussi que je peux récupérer une information avec les données satellites par exemple, en regardant le nombre de containers dans les ports. Est-ce que je peux regarder aussi les déplacements des bateaux pour voir si finalement ils allaient plutôt en Chine à un moment et puis aujourd'hui ils vont plutôt en Inde? Est-ce que je ne peux pas essayer d'analyser comme ça tout un tas d'indicateurs qui ne sont pas forcément de même nature, que je n'avais pas l'habitude de traiter dans mon diagnostic économique et qui me permettraient, si je reviens au premier exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui était d'essayer de prévoir les risques de crise dans les pays émergents, qui me permettrait à l'avance et de façon plus fiable d'être capable d'apprécier le risque qu'un pays connaisse une crise, tout simplement, soit une crise économique, ralentissement de l'activité, soit dépréciation de change, soit un problème de paiement parce qu'il n'a plus de dollars, plus de dollars dans les caisses. Est-ce que je suis capable d'améliorer ce diagnostic ou de mieux prévoir l'inflation, de mieux prévoir les taux d'intérêt en utilisant des données plus hétérogènes? Aujourd'hui, personne ne sait le faire en économie, on n'y arrive pas. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement le faire dans le futur? Ça, c'est un des projets qu'on a. Et puis le dernier, sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser des réseaux à convolution pour essayer de prévoir des risques de retournement brutaux sur les marchés financiers internationaux. Donc le S&P dont je parlais tout à l'heure, le CAC 40, le DAX 30, mais pas simplement, de regarder aussi les taux d'intérêt, de regarder ce qu'on appelle les spreads corporate. Donc, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous émettez une obligation à l'international, on va vous faire payer un peu plus cher que si, évidemment, c'est le gouvernement français ou américain qui émet une obligation. De combien? Eh bien, ça, on est capable de le mesurer avec des modèles. Or, on a l'intuition, et on a fait les tests ces 2 dernières années, que les modèles à convolution permettent de passer une étape qu'on n'avait pas réussi à passer jusque-là dans la fiabilité des prévisions sur ces éléments-là. Donc, on travaille aujourd'hui là-dessus, sur ces éléments-là. Oui, j'avais une petite question par rapport aux modèles. Donc, vous mentionnez des modèles en économie, on est passé à des modèles structurés, des modèles data-driven, on revient un peu à des modèles structurés. Il y a toujours des questions qu'on n'arrive pas à résoudre, qui sont des questions liées à l'homme, en fin de compte. Il y a l'interprétation que l'homme va faire de données. Si tout le monde s'était attendu à ce que Trump soit président demain, ça n'aurait pas eu le même effet que le fait que personne ne s'y attende, en fin de compte. Et lié à ça, c'est intéressant de voir que dans certains indicateurs ressortent des données qui sont en particulier liées à l'anticipation des gens, à l'impact des news, et qu'aujourd'hui vous travaillez énormément sur l'analyse des news, les fake news, et qu'en fin de compte on voit que l'humain revient peut-être un petit peu au sein des données, et que ça pose la question centrale dans ce type de modèle, c'est est-ce qu'il y a une complétude de l'ensemble des données nécessaires à comprendre les marchés? C'est-à-dire est-ce qu'on a aujourd'hui assez de données pour vraiment comprendre la dynamique des marchés? Analyser un chat, ça on peut, parce qu'on sait que quelle que soit l'image, on la verra tous de la même manière. Analyser le comportement humain et le fait qu'il y ait du feedback comme ça au sein des marchés pose une autre question qui est au niveau finance et économie, est-ce qu'on a bien toute l'information nécessaire à bien comprendre les marchés? Ben non, la réponse simple, c'est non. Non, on sait qu'on n'a pas toute l'information nécessaire, on a une approximation, on a un sous-ensemble de l'information complète qui serait, dans un cas parfait, idéal, disponible pour faire l'analyse. On sait qu'on ne l'a pas intégralement. Ceci dit, pour revenir à ce que vous disiez au tout début de votre intervention sur le côté humain, ça c'est quelque chose qui a été quand même très très étudié, très analysé par les économistes, alors pas depuis très très longtemps, mais depuis un moment déjà, et qui est connu en particulier, pas que, mais sous le nom de ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Qu'est-ce que c'est les prophéties autoréalisatrices? C'est-à-dire que vous avez un modèle dans lequel vous faites une prévision et vous dites, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les marchés allaient se retourner, on n'est pas dans cette situation-là. Je fais la prévision que les marchés continuent d'augmenter. Et les marchés continuent d'augmenter finalement parce que les gens ont l'intuition que les marchés vont continuer d'augmenter. Vous voyez, vous vous dites vous-même, l'activité va bien, finalement Trump, il a l'air complètement idiot cet homme-là, mais
ça marche quand même, donc je continue d'acheter des actions. Et personne ne regarde le graphique que j'ai montré tout à l'heure, dans lequel on atteint des points hauts extrêmes qu'on n'a pas vus depuis 100 ans, tout le monde fait comme si ça n'existait pas, et tout le monde s'auto-persuade qu'on est dans une situation qui est très positive. Et puis tout d'un coup, vous avez une information nouvelle qui arrive et qui perturbe tout le monde. Ça va être par exemple une négociation qui se passe mal entre Trump et la Chine au niveau commercial, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un problème chez Huawei, ça peut être quelqu'un d'emprisonné quelque part. C'est une information qu'on n'attendait pas. Et peut-être que cette information qu'on n'attendait pas crée un choc imprévu sur le marché. Et ce choc imprévu sur le marché, le fait qu'il soit provoqué par cette information imprévue et qu'il surprenne des gens et qu'il fasse qu'on a ces ventes imprévues et cette baisse très très soudaine peut complètement changer la réalité simplement parce que les gens, tout à coup, se disent finalement, on a ce retournement, et ce retournement, oui, d'accord, c'est vrai qu'il est provoqué par quelque chose qui était imprévisible, mais c'est vrai que finalement, quand on regarde les choses de façon un peu rationnelle, on était quand même à un point un peu haut. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai vu tout seul, peut-être les autres ne l'ont pas vu, donc je vais vendre maintenant. Et puis, il y en a évidemment un deuxième qui se dit la même chose, et qui va vendre maintenant. Et puis le troisième va se dire, ah ben, puisque les deux autres vendent, je vais vendre aussi. Et c'est ça les prophéties autoréalisatrices. Finalement, vous avez basculé d'une réalité à une autre, non pas parce que les données objectives, on va dire, liées à l'activité économique, à l'investissement, au taux d'intérêt sont différentes, elles sont exactement identiques. Simplement parce que l'humain a changé la réalité future. C'est la beauté de l'économie, en même temps ce qui la rend un peu compliquée, c'est qu'on pouvait tout à fait justifier une réalité dans laquelle les indices boursiers continuaient d'augmenter de façon presque durable, et là, on est capable de justifier un scénario dans lequel les prix vont chuter, perdre 40% en quelques mois, quelques jours, parfois quelques heures. Et vous voyez que ce qui a fait basculer d'un scénario à l'autre, on appelle ça des équilibres multiples dans l'analyse économique, dans l'analyse non linéaire. Ce qui a fait basculer d'une réalité à l'autre, c'est pas les données objectives, c'est pas le fait que je me rends compte que j'ai oublié de prendre une donnée qui faisait partie des 1% de données que j'utilisais pas. C'est la réalité humaine qui a fait que j'ai basculé dans quelque chose de plus pessimiste. Et ça peut faire basculer une communauté tout entière dans quelque chose qui est plus pessimiste et qui change le futur. Écoutez, voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter là. Je laisse Camille conclure. Encore une fois, merci Camille pour l'invitation. Non, mais merci pour toi, parce que je pense que tout le monde est passionné, là. Il faudrait bien rester encore un peu, mais il est 21h. Donc, on doit clore le meet-up. Je vous remercie à vous, fidèles, parce que vous venez, et puis c'est ce qui entretient aussi le meet-up. Et puis, encore merci à toi, Sylvain. Donc, a priori, il y aura... Donc, ça a été filmé par l'équipe... Jean-Félix, voilà, de Thales. Donc ça sera mis. Alors on a créé une chaîne YouTube Meetup ML Rennes. C'est fantastique, hein, c'est très original. Donc elle sera disponible, j'imagine, dans la semaine, tranquillement dans le mois, quoi. Voilà. Et si il y a des bonnes âmes qui veulent proposer leur intervention sur des sujets liés à la data science ou autres. Enfin, lié quand même, hein, parce qu'on est quand même en Meetup Machine Learning, je suis preneuse, parce que même si on a des interlocuteurs jusqu'en avril-mai, voilà, si vous voulez parler de travaux que vous faites, appliqués ou théoriques, hein, ça peut être les deux, eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Voilà. Merci beaucoup.